Bonsoir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une de ces rares qui a, comme certaines, décidé de s'investir dans la grande jungle qu'est la politique. A-t-elle eu raison de ce choix? Quels sont ses objectifs réels ou inavoués? Fait-elle la politique en bien ou en mal? À chacun d'en juger. Toujours est-il que bon nombre d'observateurs estiment qu'il y a parfois beaucoup d'agitation, voire de l'exagération dans ses méthodes et même dans le propos. Mais ce qui semble plus la caractériser, c'est qu'elle paraît ignorer, pour ne pas dire mépriser ses critiques, surtout qu'elle renferme en elle seule ce mélange de culture noire africaine et européenne où elle a été longtemps établie et où elle garde encore des repères tout en étant assez régulière au Cameroun, son pays pour lequel elle semble en avoir un amour sans pareil. Membre du secrétariat national du Manidem comme son frère, presque siamois, elle a hérité au sortir du 3e congrès de mai dernier du poste de secrétaire en charge des relations extérieures. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, que Marianne Simon, née Kane, est l'invitée ce soir de Face à Okol. Elle est confortablement installée dans ce studio. Avec elle, nous allons aborder des questions d'ordre politique, mais également l'actualité. Et nous suivrons bien évidemment son parcours. Ne manquez pas cette rubrique très appréciée par certains, le côté court et le côté jardin. Notre invité est donc déjà confortablement installé. Madame Marianne Simon, née Kane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Okol. Bonsoir, les auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous préférez, qu'on dise Marianne Simon et Kane, ou qu'on fasse la distinction que il y a Marianne, votre prénom, Simon, le nom de votre défunt époux, et qu'on dise né et Kane? Vous préférez qu'on dise Marianne Simon et Kane ou Marianne Simon né et Kane? Marianne Simon et Kane. C'est ce que vous préférez? Je préfère. Marianne Simon et Kane, d'aucuns sont parfois frileux lorsqu'on leur adresse l'invitation pour cette émission. Vous êtes venu, j'ai envie de dire, spontanément. Vous n'avez pas peur comme certains? Non, pas du tout. Vous savez, je vais vous donner la célèbre phrase de Martine Aubry en débat avec Hollande qui disait « Quand il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. » Donc pas de flou, pas de loup. Vous estimez donc qu'il n'y a aucun flou dans votre vie? Oh, j'ai pas fait des choses dont je puisse rougir jusqu'à, pour l'instant. À un peu plus d'1 an de cette émission, je voudrais vous rappeler que vous allez être la 3e dame qui passe. C'est dire ô combien, je ne sais pas si je dirais un avantage que vous avez sur certaines. Madame Simon et Kane, comme vous vous en doutez, on parlera abondamment de politique, oui. On parlera également de l'actualité, on parlera de société également. Je voudrais que nous commencions forcément par la politique parce que le Manidem, votre parti, vient de tenir son 3e congrès oui. Où, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez hérité du poste de secrétaire en charge des affaires extérieures. Commençons peut-être par ce congrès. C'était un congrès comme tous les autres ou un congrès particulier, à votre avis? Il était particulier en ce sens qu'il venait suite au décès de notre président Feu Abada Pama. Et donc, c'était quand même particulier. On a pu avoir, il y avait un peu de nostalgie, un peu de tristesse, parce que bon, on a pensé à lui. Et en ce sens aussi qu'on a pu avoir avec nous des patriotes panafricanistes comme Hubert Kamgan, Théo Yimga Moyo. On a eu la présence de l'UPC des fidèles, de Ndiasep, du camarade Émile, donc Ernest Wandier. On a eu Ennio Messé qui sortait de prison. Et donc, c'était assez particulier. Donc, un congrès particulier du Manidem pour des horizons particuliers aussi? Exactement. Parce qu'on arrive quand même à la croisée du chemin et il faudrait se déterminer. C'est le moment de se déterminer. Alors, vous évoquez les noms de ces panafricanistes qui étaient là, Hubert Kamgan, Yingem Moyo oui. Et tous les autres. C'est coutumier que lorsqu'un parti politique organise son congrès, qu'il invite des formations politiques ou des leaders de ces formations politiques qui ont plus ou moins des idées convergentes. Mais est-ce que, comme certains autres partis politiques, est-ce que ce projet, cette mise en commun ne mourra pas de sa belle mort
comme des initiatives antérieures. Je vous fais remarquer que quand vous dites que quand il y a un congrès, il est souvent de coutume que les partis politiques invitent les amis. Donc vous avez remarqué quand même que le SDF a invité le FDPC. Donc vous voulez dire que ce sont des amis. Non, je ne vous contredis pas parce que c'est la vérité. Je pose des questions et vous répondez à ces questions. Je suis en train de répondre. Et quand vous posez des questions, je réponds. Parce que si vous parlez d'inviter les amis, je fais quand même remarquer aux téléspectateurs que le SDF a invité le RDPC, donc ils sont des amis. Vous n'avez pas invité le SDF? Le SDF déjà a commencé son congrès sans nous inviter, a invité ses ennemis d'hier. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas voulu venir chez nous. Eux, ils invitent les ennemis d'hier, ils oublient les amis de la lutte du multipartisme. Là, vous êtes en train de tirer un pénalty sans gardien. Parce qu'il n'y a personne pour défendre le SDF. Non, je ne défends pas. Il n'y a pas à défendre le SDF, c'est au vu de tout le monde. On a quand même vu au congrès du SDF qu'il y avait le sultan Momo Dioya qui, en son temps, était dans l'administration territoriale et c'était sa milice qui combattait. Il y avait le secrétaire général du comité central du RDPC. Oui, donc si on a le souvenir, c'est quand même le sultan Momo Dioya qui était à l'administration territoriale et il avait envoyé sa soldatesque pour mater les gens qui demandaient le multipartisme avec le SDF, avec nous. Et aujourd'hui, les amis d'hier, qui étaient les combattants comme nous, n'ont pas été invités au profit des ennemis d'hier. Donc, c'est le moment de se déterminer. Donc, et c'est la ligne de front qui se met en place. Voilà. Alors, Marianne Nekane, observez quand même avec moi que les partis que vous avez cités tout à l'heure, oui, qui ont à leur tête Yingem Moyo, Hubert Kamgan et tous les autres, ont un dénominateur commun avec votre formation politique, c'est que c'est des partis qui n'ont aucun élu. C'était donc des enfants qui venaient pleurer. Ah ben, vous savez, Oumniobe, jusqu'aujourd'hui on parle de lui. Est-ce qu'il a été un élu? Vous savez, vous comparez à la dimension de Oumniobe? Nous avons l'âme upéciste. Vous savez, au-delà de l'âme. Au-delà de l'âme. Je vous répète, vous me laissez parler. Je vous dis que les vrais hommes d'État pensent à la future génération. C'est les hommes politiques qui pensent aux prochaines élections. Donc nous sommes dans la lignée des grands hommes d'État. Alors, grands hommes d'État, mais sans élus. Les grands hommes d'État pensent à la prochaine génération. Vous savez, le combat politique ne se limite pas aux élections. Ça, ce serait faire insulte à tous ces grands panafricanistes qui se sont battus sans pour autant... Comment considérez-vous Nelson Mandela? Comme un grand homme d'État ou pas? Nelson Mandela, j'ai mon avis sur Nelson Mandela. Pendant un moment, je trouve qu'il s'est battu, il a bien combattu, il a combattu le bon combat. Et par la suite, bon, j'ai quelques réserves. Mais je vous posais la question parce que Nelson Mandela a quand même réussi un exploit, celui de remporter l'élection présidentielle de haute lutte après avoir passé 27 ans en prison. Avec beaucoup je supposais que c'est ça un homme d'État qui s'est rassemblé autour de lui, qui a des idéaux, qui a un projet et qui le met en exergue. Vous semblez avoir l'âme de Oumniobe, malheureusement vous ne semblez pas l'implémenter étant donné que vous n'arrivez pas à avoir un élu, même pas un conseiller municipal. Vous savez, le temps est notre allié. Vous avez bien dit que Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Le temps, pour des hommes politiques, les vrais politiques, c'est le temps. Le chemin est toujours sinueux, c'est long, mais l'avenir est prometteur. À votre avis, qu'est-ce qui cloche chez vous? Pourquoi vous ne parvenez pas comme, je vais citer les partis nés hier, le CPP, le MRC, le PUR, qui sont nés hier, qui ont à peine 5 ans d'existence et qui sont parvenus quand même à avoir chacun des élus. À votre avis, qu'est-ce qui vous manque à vous pour ne pas réussir l'exploit que eux parviennent à réussir? Comment, avec l'âme de Oumniobe que vous avez, vous ne parvenez pas à avoir des élus lors des élections? Moi, vous savez, je ne suis pas venu ici pour tirer sur l'opposition, sur la dite opposition, mais je vais vous dire quelque chose. Il faut déjà savoir d'où vient, de quel moule est issue cette opposition-là. De quel moule? Il y a quand même des partis satellites autour du RDPC qui forcément sont dans la même lignée. Et je vous rappelle qu'en 1957, Gaston Defferre avait dit surtout, il ne faudrait pas qu'un parti nationaliste comme l'UPC rentre
dans le gouvernement parce que nos projets ne pourront plus aller au bout. Nous sommes de l'opposition radicale. Donc nous, on combat le système, pas les hommes. Donc c'est le système tout entier que nous combattons. Donc nous avons en face de nous, c'est une guerre sans merci. Nous, c'est le système. Donc le parti en face. Parce que nous, on va tout chambouler. On n'est pas dans la réforme, dans l'aménagement d'un système qui est complètement antagonique avec les intérêts du peuple camerounais. Donc nous avons en face de nous des gens qui nous combattent à mort, avec des affidés, des partis satellites qui, sont autour du parti État, qui est le RDPC. Marianne, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ma question, c'est votre parti que vous présentez comme un qui se distingue, qui se met au-dessus de l'eau. Comment ne parvenez-vous pas, seulement au niveau des élections locales, à fédérer autour de vous quelques énergies? Mais je vous réponds que nous avons en face de nous des gens qui viennent de quatre faits. Mais comment font les autres? Comment fait le CPP qui est né hier? Comment fait le MRC qui a tout un député, des conseillers municipaux? Comment fait le PUR qui a 5 ans d'existence? Vous avez, j'ai envie de dire, si on s'appuie sur l'âme de Oumniobé que vous fédérez autour de vous, vous avez des années, des dizaines d'années autour de vous. Mais parce que nous sommes d'opposition radicale. Et je vous signale, je vous signale quelque chose. Vous savez, j'ai été candidate aux législatives. On va en parler, soyez rassurés. Rapidement, dans le Mungo. Et lorsque les résultats ont commencé à tomber, où le RDP se contestait la victoire, les 3 députés du Manidem, vous savez, j'ai eu en face de moi un monsieur de l'opposition que je ne citerai pas, qui est vice-président du parti SDF, qui a répondu, qui a dit, quand on lui demandait, on lui présentait des félicitations pour avoir eu son poste de député, il a dit... On comprend forcément de qui il s'agit. Si vous dites vice-président du SDF et député, vous parlez forcément de Joshua aussi. Je n'ai rien dit. Il va se reconnaître. Et vous savez ce qu'il a dit? Je ne peux pas être heureux parce que le Manidem rentre au gouvernement, rentre à l'Assemblée. Donc un parti qui est de l'opposition, qui est malheureux de savoir que le Manidem a 3 députés. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Vous pouvez comprendre. Et le congrès du SDF nous a prouvé ce que je suis en train de dire. Donc, vous savez, nous sommes un parti radical. Nous combattons le système contrairement aux autres partis qui veulent la réforme ou l'aménagement d'un système. Un système ne se réforme, une dictature ne se réforme pas. Il se renverse. Les patriotes au pouvoir doivent renverser ce système-là néocolonial, je répète, qui est antagonique avec les intérêts du peuple camerounais. Si vous voulez, c'est facile d'accompagner le parti État dans sa démarche de néocolonialisme encore de ce pays. Nous, on a choisi de ne pas le faire penser aux Camerounais. Et la vérité, vous savez, le mensonge a pris le pas sur la et la vérité vaut bien tous ces tourments. On est prêt à accepter tous ces tourments. Alors, Marianne Simon-Ekane, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous servez vraiment les intérêts des Camerounais, des populations, en faisant cette politique qui finalement se limite au discours? Vous n'accédez pas à certaines fonctions, conseillers municipaux, maires, députés, sénateurs, encore moins à la magistrature suprême. Est-ce qu'on fait une politique en autarcie? Sinon, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est pas une politique en autarcie. Si vous voulez qu'on accompagne ce parti État, alors vous ne trouverez pas là-dedans. Ce n'est pas pour ça que je fais de la politique. Le CPP, par exemple, n'accompagne pas le RDPC, mais parvient à avoir des conseillers municipaux qui siègent et donc qui implémentent leur politique pour l'intérêt des populations. Et c'est ça, implémenté. Vous dites qu'il y a des partis qui accompagnent ce parti État et vous voyez la situation de ce pays et vous me dites que ça implémente. Qu'est-ce qui avance dans ce pays depuis que tous ces partis ont accompagné le RDP? Qu'est-ce qui avance? Vous voyez, EDO aujourd'hui, tout le monde est dans le noir. Les enfants qui passent le bac, qui ne peuvent pas réviser leurs... C'est ça que vous dites à implémenter quelque chose dans ce pays? C'est ça implémenté? Madame, est-ce que le Manidem se remet quand même en cause pour revoir ses stratégies afin d'avancer? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment
que vous faites au Manidem du Surplace? Vous savez, quand je suis arrivé en France, pour ne pas parler, quand je suis arrivé en France, sans me comparer au Front National, le Front National avait 0,0 quelque chose qui n'existait pas. Mais les thèmes du Front National, en dehors des thèmes xénophobes, de patriotisme, d'État, de la France, étaient des thèmes qu'on rejetait. Maintenant, Sarkozy, Hollande, tout le monde parle de patriotisme en France. Et le Front National est devenu le premier parti, en dehors des tractations électorales, le premier parti de France. Et les thèmes du Front National sont en train de revenir dans tous les discours. Vous remettez-vous donc vous en cause? Vous savez, rien ne peut arrêter une idée dont le moment est venu. Le moment est venu maintenant. Vous regardez tous les partis, tout le monde se réclame d'un patriotisme. Le patriotisme est à tout bout de champ. Tout le monde s'en réclame. On a été quand même les premiers à avoir ce sentiment de patriotisme, puisque nous avons notre slogan qui est « Le Cameroun est notre patrie, l'Afrique est notre avenir ». Aujourd'hui, le patriotisme est à toutes les bouches. Donc, alors, voilà. Madame Nekane, ce qui caractérise parfois certaines grandes formations politiques, c'est leur capacité à fédérer autour d'eux des énergies, surtout lorsque vous avez un dénominateur commun. Alors, il y a l'UPC dont vous tirez les sources, l'UPC originel, si vous le voulez, qui est là. Je ne dirais pas en lambeaux, mais vous savez parfaitement ce qu'est devenu l'UPC. Comment comprendre que l'UPC et le Manidem ne comprennent pas la nécessité de se mettre ensemble pour faire jaillir le discours et la méthode de Oumyobé? Mais vous parlez de quel UPC d'abord? Vous parlez de l'UPC pro-gouvernemental? Non, merci. Non, merci. Oumyobé se retournerait dans sa tombe. Ce qui reste de l'UPC qui est pro-gouvernemental, ce ne sont que les 3 lettres de l'alphabet UPC. Le reste, le contenu n'y est plus. Si vous prenez une bouteille de bière, vous versez la bière, vous mettez de l'eau là-dedans, ça reste une bouteille de bière, mais avec de l'eau là-dedans. Donc ils ont décidé d'accompagner ce parti État, bon vent. Ceux-là, c'est lesquels? C'est avec Kodok et autres, les Kodok est mort. Ceux qui sont là maintenant. Ceux que vous désignez comme étant la bouteille de bière, mais avec de l'eau, c'est laquelle? Je n'ai pas à les désigner. Ils sont pro-gouvernemental. Ils sont en train de négocier avec le parti État pour entrer au gouvernement. Ils sont. Comment voulez-vous que dans une famille, moi j'ai fait... En laquelle des UPC le Manidem se reconnaît? L'UPC d'Emmanuel Sadi. Donc il est le conseil d'administration. C'est le président du conseil d'administration, Emmanuel Sadi. Comment voulez-vous que dans une famille, vous appelez votre ennemi pour être votre exécuteur testamentaire? Où est-ce que vous avez vu ça? Quel est l'UPC donc, à votre avis, qui semble encore garder l'idéologie que vous Je n'ai pas encore dit l'UPC des fidèles. L'UPC des fidèles, qui aujourd'hui est combattu par ce régime parce qu'ils ont réussi à les sortir du jeu politique et prendre l'UPC pour gouvernemental. Alors, moi je dis... Pourquoi vous ne parvenez pas vous mettre ensemble, vous et l'UPC des fidèles, tout au moins? Vous savez, on ne parvient pas à se mettre ensemble. On a, bon... Vous savez, il y a des gens qui tiennent l'UPC des fidèles a tendance à s'accrocher à ces lettres de l'alphabet. Ce ne sont pas les lettres de l'alphabet qui font une idéologie. Nous, on s'est retiré de ça parce qu'on n'a pas... Donc, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'idéologie, ils n'ont pas le discours politique. Non, ils ont l'âme, ils se battent pour les 3 lettres de l'alphabet. Nous, on est partis parce que ce n'est pas les lettres de l'alphabet qui fondent une idéologie. Le Manidem est parti. Donc, pour qu'il y ait une certaine fusion entre le Manidem et l'UPC des fidèles, il faut qu'eux, ils migrent dans le Manidem. Qu'ils laissent tomber ce combat qui dure depuis une vingtaine d'années mais étant donné qu'eux veulent pérenniser le legs de Oumyobé, à savoir tout au moins ce sigle-là. Mais l'UPCisme se vit. Ce ne sont pas les lettres de l'alphabet qui font de l'UPCisme, ça se vit. C'est dans l'âme.
C'est dans l'âme, comme le gaullisme se vit. On n'a pas besoin d'être un parti gaulliste, dire on est pour les gaullistes. Aujourd'hui, ce sont les républicains. Avant, ils étaient l'UMP et autres. Pourquoi s'accrocher à 3 lettres de l'alphabet qui ne représentent plus rien? C'est ce combat que c'est ça qui me pose un problème. Alors, pour lui, Marianne Ekané, mais ils ont, tu termines, mais ils ont l'âme upéciste. C'est encore ça, c'est en eux qu'on reconnaît encore, et le Manidem, bien sûr. Alors, si le calendrier électoral est respecté au Cameroun, oui. 2018 devrait être cette année charnière pour les élections présidentielles, oui. double scrutin législatif et municipal, et pourquoi pas sénatorial. Vous dites bien si. Alors, vous dites oui, bien s'il est respecté, naturellement, oui, parce qu'il appartient à un homme de convoquer le corps électoral, vous savez de qui il s'agit. Comment envisagez-vous le Manidem, votre parti, à cette échéance, 2018? À cette échéance, comme je vous ai donné, eu un congrès extraordinaire, un particulier, congrès le 3e congrès, et on a une plateforme, comme je vous ai dit, avec des partis panafricanistes progressistes, qui est l'UPA de Hubert Kamgan, le MOSI de Yimgan Théophile Moyo, et nous allons faire une plateforme qui, à terme, sera une fusion de tous ces partis. On intégrera, vous savez, des patriotes, il y en a au RDPC. Hein. Je vous rappelle que lors du dernier scrutin, il y a eu la dynamique avec des grandes formations politiques, l'UDC et autres, qui n'ont pas réussi à renverser une tendance. Vous savez, si vous mettez des spaghettis, du taro, des plantains, des macabots, du riz ensemble... Ils vous écoutent hein, ce soir, et demain ils vous verront. Si vous les traitez de spaghettis et de macaroons. Non, je dis, je vous donne une image. Vous prenez des spaghettis, des macaroons, du taro, des miondors. Je sais pas, vous mélangez ensemble, c'est un geste. Il faut se réunir sur une idée. Et cette plateforme, c'est des gens qui sont, nous sommes pour la coupure nette avec ce système néocolonialiste. Et tous ceux qui se réclament de ça individuellement peuvent intégrer cette plateforme. Mais si vous mettez des gens qui n'ont pas, ils ont ensemble quoi? Je ne peux pas me réunir avec l'UDC qui est pratiquement avec le parti État, qui continue dans ce néocolonialisme, dans le parti, dans le système ojulatiste. Comment voulez-vous qu'on puisse se réunir? Avant, on avait fait une certaine... Comment comprendre que l'UDC accompagne ce parti État lorsque, lors des dernières élections sénatoriales, le RDPC a plutôt privilégié les listes du SDF dans l'Ouest et forcément portait fort les intérêts de l'UDC. Mais monsieur Cole, tous ces gens-là viennent d'où? De quel moule? Il faut déjà savoir d'où ils viennent. Ils viennent d'abord de l'UC, l'UNC, puis du RDPC. Comment voulez-vous? Ce sont des gens déchus du RDPC, pas déçus, hein, déchus du RDPC qui ont décidé qu'ils vont se mettre à côté, mais ils sont du même moule. On ne peut pas, je ne vois pas trop de différence, sauf que les autres, ont pris plus et puis jouent avec les, aujourd'hui c'est le SDF qu'on privilégie, le lendemain ça va être l'UND, on divise. Alors, pour mieux régner. Ils constituent un mélange hétérogène. Oui. Vous dites, avec les patriotes progressistes, vous formez un mélange homogène. Oui. En 2018, vous projetez d'avoir combien de mairies? Combien de places de députés, de sénateurs? Tout au moins ça. On ne peut pas parler de projection. C'est ce que je vous explique. Que dans cette plateforme, on intégrera individuellement, pas sous la bannière d'un parti, tous les patriotes, tous ceux qui se réclament, qui demandent à ce que ce système néocolonialiste soit mis hors d'état de nuire. Ça peut être des gens du RDPC, des gens qui sont dans le RDPC, pas la hiérarchie, mais la base. Vous savez, la souffrance, la misère qu'on endure ici, les patriotes de la base du RDPC subissent les mêmes tas. Il n'y a qu'une petite poignée hiérarchique du RDPC qui tire bien leur épingle du jeu. Mais là-bas, c'est des patriotes partout. Dans l'armée, au RDPC, au CPP, à l'UND, au SDF. On ne peut pas dire que tel n'est pas patriote. Tous ceux qui se réclament de panafricanistes, patriotes, progressistes, la porte est ouverte, mais pas sous la bannière d'un parti. Très bien. Voilà. Marianne Simon Ekané, je rappelle que vous êtes notamment membre du
secrétariat national du Manidem et vous êtes notamment en charge des relations extérieures. Oui. Je vous propose que nous observions le tout premier break. On va se retrouver tout de suite derrière pour la première rubrique de Face à Okal. D'accord. Marianne Simon Ekane est notre invitée à Face à Okal ce soir. Marianne, la rubrique c'est côté cour, côté jardin. J'ai envie de dire que c'est le seul obstacle. Peut-être au cours de cette émission, le reste sera uniquement convivial. Alors, je voulais vous rappeler également qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Prenez les questions telles qu'elles viennent, apportez les réponses que vous pouvez apporter. Il n'y a pas de mauvaises Dans le cadre de la préparation de cette émission, oui, il y a des gens qui remettent en cause et en doute les diplômes que vous brandissez. Marianne Ekane, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous brandissez une licence, vous brandissez une maîtrise, alors que vous avez un niveau très inférieur à celui-là? Vous savez, j'ai eu un parcours scolaire, universitaire, clair et net. Je donne simplement les dates. Je n'ai jamais pu retirer mes diplômes parce que ça ne me sert à rien. Ça ne me servait à rien, ils sont là. Vous allez à l'université de Yaoundé, en Guaykele, vous demandez le doc de Marianne Ekane. Le doc de Marianne Ekane est là. Vous allez au lycée bilingue, le bac, le lycée bilingue de Yaoundé, de la première promotion, le bac de Marianne Ekane est là. Vous allez, vous demandez à l'université Charles de Gaulle, la licence administration financière, la licence, la maîtrise de Marianne Simon Ekane, Marianne Ekane est là. Vous allez à l'Institut français de gestion de Lille, le diplôme de gestion financière de Marianne Ekane est là. Les dates sont claires. Je dis bien, pas de flou, pas de loup. Pas de flou, pas de loup. Je n'ai aucun cadavre dans le placard. Vous savez, si j'en avais, il y a longtemps qu'on les sortirait. Marianne Ekane, oui, est-ce que c'est vrai que les gens écrivent pour vous, notamment Mme Henriette Ekoué? Écrivent pour moi. Lorsque vous avez des textes à écrire, les gens disent que vous n'avez pas la capacité nécessaire pour les écrire et que vous faites appel à des gens pour les écrire. Vous savez, quand vous regardez ma page Facebook, elle est alimentée à tout bout de champ. Donc, Mme Henriette Ekoué doit donc dormir avec moi. Ou alors, elle anticipe. Il ne lui est jamais arrivé d'écrire un texte pour vous? Pourquoi elle écrirait un texte pour moi? Pourquoi elle écrirait un texte pour moi? Madame Henriette Ekoué, c'est une grande dame qui est une bibliothèque ambulante de l'histoire du Cameroun. Pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Anissé Ekane d'écrire mon texte et aller voir Madame Henriette Ekoué? C'est une dame que je respecte, c'est une grande dame. Et quand j'ai besoin de l'histoire du Cameroun, parce qu'elle fait partie des témoins de cette histoire, quand je ne peux pas avoir la réponse chez le camarade Anissé Ekane, je vais voir Madame Henriette Ekoué. Mais jamais elle n'écrirait pour moi. Je parle correctement français. J'ai fait l'école gratuite, l'école de la République. Là, on avait des enseignants payés, qui étaient payés et amoureux de ce métier-là. Je voudrais vous rappeler que vous n'êtes pas en meeting. Vous êtes là simplement pour l'histoire de... Alors, toujours dans le cadre de la préparation de cette émission, quand j'ai annoncé Marianne Ekane, quelqu'un m'ont dit « Ah, l'épouse de Madame Ekane ». Je leur ai dit non, c'est sa sœur. C'est une veuve qui était mariée à un blanc. Je leur ai dit comme ça. Est-ce que ça arrivé que des gens vous considèrent comme l'épouse de Anissé Ekane? Oui, oui. C'est dû à quoi, selon vous? Parce qu'on a une proximité, on nous voit souvent ensemble. Souvent ou toujours? Non, pas toujours. Écoutez, pas toujours. Aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Mais c'est lui qui vous a déposé à nos studios bon, vous étiez caché, vous étiez à votre fenêtre. Je suis un journaliste, madame. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est qu'il m'a déposé parce que bon... Et c'est lui qui viendra vous chercher à la fin de cette émission? Oui, parce que je ne conduis pas, la circulation. Vous voyez, il n'y a pas les feux, il n'y a pas de lumière. Les feux rouges, souvent c'est des feux vraiment tricolores. Parce que les toits sont allumés. Donc Alors, le sous-entendu de cette question, Marianne, ouais, c'est comment le prennent les compagnes de Anissé Ekane, que vous soyez toujours avec votre frère?
Comment est-ce qu'elle le Comment prenne? toujours? Mais je ne dors pas avec lui. Et bon, il y a ses compagnes, il n'en a pas des tonnes. Quand vous dites ses compagnes, bon, les compagnes qui ont jalonné... Les compagnes qui ont jalonné sa vie. Si vous dites ça, je vous le concède. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, exactement. Donc, celles qui ont jalonné sa vie, il y en a certaines qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas beaucoup apprécié cette possibilité. Parce que bon... Et vous avez tiré des leçons? Je n'ai pas tiré de leçons. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est mon frère? C'est à prendre ou à laisser? Je leur dis ceci. Anissé et Canet, c'est mon frère. Donc on n'a pas les mêmes rapports qu'il a avec son épouse. C'est complètement différent. On ne peut pas dire... Vous semblez vous l'accaparer au point où elles n'ont pas beaucoup de place. Non, c'est pas une histoire d'avoir de place. C'est-à-dire, si vous avez votre mari, monsieur Okol, ou votre femme, si vous instaurez une telle complicité entre vous... Je ne pouvais pas avoir un mari parce que... Non, je dis si vous avez votre femme et qui a une complicité, vous instaurez une complicité entre vous, je ne vois pas en quoi la complicité d'Anissé Kal avec sa soeur vous gênerait. C'est qu'il y a forcément un problème. Très bien. Moi, mon époux avait été bien lié à sa soeur, mais ça ne me gênait pas du tout parce que je me sentais en phase avec mon époux. Et je ne suis que Mato Aboy. Moi, je leur dis toujours, je suis Mato Aboy. Très bien. C'est une phase douloureuse. C'est vous qui l'évoquez, vous parlez de votre défunt mari. C'est souvent des questions difficiles à aborder, mais vous avez vécu sa disparition dans la chair parce que c'est pratiquement dans vos bras qui s'en est allé dessus de ce Quel souvenir vous gardez de ça? Quel souvenir? Je garde un souvenir des mots, vous savez, il y a des mots, des phrases qu'on prononce, oh la vie ne tient qu'à un fil. C'est à ce moment-là que ce genre de phrase prend tout son sens. Et quel fil? Des fils de soie. C'est là où on se rend compte que le plus important, quelle est notre part, qu'est-ce qu'on va apporter dans ce monde. Quand on partira, qu'est-ce qu'on aura laissé? Est-ce que mon mari, il était assez, je veux dire, il gagnait bien sa vie, il était aisé. Il y a des moments où on se demande, mais tout ça, pourquoi? C'est pour lui que vous avez gardé l'alliance que vous portez jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas pour lui. C'est quelque chose, il ne me vient même pas à l'idée de penser que je vais l'enlever un jour. Ça fait partie de moi. C'est bloqué alors? C'est pas bloqué. Les autres prétendants? Comment un homme viendrait vous demander en mariage, sachant que vous portez une alliance? Une alliance d'un défunt? Pourquoi? Parce que quand il viendra me demander en mariage, on n'est pas forcément obligé de se marier. Je suis Madame Simon et j'ai promis durant nos vœux, quand j'ai prononcé mes vœux, que je serai enterrée en tant que Marianne Simon. Alors, le mot est venu de vous tout à l'heure et gagner bien sa vie. Marianne, au-delà de l'alliance que vous gardez, vous considérez quand même comme une veuve joyeuse qui a hérité de beaucoup de biens de son défunt mari? Ah non, je n'ai pas hérité des biens de mon mari. J'ai hérité comme... parce que, bon, on avait on a fait une donation au dernier survivant, comme il aurait pu hériter de moi si moi j'étais... Mais je ne suis pas une veuve joyeuse. Vous savez, je donnerais tout ce que j'ai pour qu'il soit encore là. Parce que quand il était là, j'aurais eu plus. Les rentrées d'argent... Mais vous jouissez quand même quelque peu de ses biens. Jouir de ses biens. J'aurais voulu jouir de lui, pas de ses biens. C'est jouir au sens figuré, c'est pas au sens propre. Non, moi aussi je parle au sens figuré. Le bonheur que j'ai eu avec lui ne vaut pas ce que vous croyez. Non, c'est pas... Très bien. Quittons un peu ce milieu de couple. Parlons des choses qui s'apparentent parfois au Cameroun à de la magie. Marianne Ekane, on vous dit franc-maçon. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à cela? Vous l'êtes et vous l'assumez? Si je vous dis non, vous me direz, oh, on vous a dit. Si je vous dis oui, ah bon. Donc, répondez quand même à la question. Vous savez, on m'a dit... Vous assumez d'être franc-maçon et
Les gens n'ont qu'à parler, c'est ce que vous avez envie de dire ce soir? Ah non, je n'ai rien à assumer. Vous dites, comment voulez-vous que je vous dise que oui, je suis franc-maçon? Comme journaliste, j'ai des éléments assez probants quand même. Ah non, vous n'avez aucun élément, parce que celui-ci, vous avez un élément, c'est que celui qui vous a raconté ça n'est vraiment pas donc maçon. Parce qu'on dit que dans cette association ne balance pas à tout bout de champ, c'est ce qui est écrit dans les livres. Donc, les membres, on vous demande de refuser d'assumer le statut. On ne me demande pas, je dis dans les livres, on lit ceci. Je n'ai pas à vous donner mon statut, peut-être que je suis illuminaté. Vous savez, mon père à Bonadibon, il était considéré comme le plus grand sorcier de Bonadibon. Il en a tué des tonnes. Hein. On disait qu'on avait une chambre noire dans la maison où personne ne rentrait. Donc on me qualifie de maçon et tout, encore que j'ai rien contre les maçons, j'ai rien contre les rosicruciens, j'ai rien contre... Je suis tolérante. Et ma tolérance va jusqu'à tolérer qu'il y ait des gens qui ne tolèrent pas les maçons. Mais vous dites que je suis maçon ou pas, je n'ai pas à répondre à ça. Mais le fait que vous mettiez de l'ambiguïté n'est pas la preuve qui s'accuse. Non, ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est simplement que l'appartenance à un groupe, à une association, quelque chose de personnel. Je n'ai pas à tolérer ou à ne pas tolérer les maçons ou les rosicruciens ou les illuminati ou les bouddhistes ou les chrétiens. Je vous dis que je suis tolérante. Et ma tolérance va jusqu'à tolérer que les gens ne tolèrent pas certaines autres personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Marianne, à ceux qui disent que vos fréquentations régulières au Cameroun, c'est notamment pour entretenir votre entre-gens, mais aussi pour vouloir sécuriser la fortune que vous avez héritée? Waouh! Mais on vous raconte des gens racontent des histoires. Hein. Franchement, c'est incroyable. Vous savez, comme j'ai entendu ça, Marianne, elle est riche et tout. Je suis riche de ce qui est au fond de moi. Et c'est ça qui rejaillit en moi, qui donne l'impression que, comme les gens ont l'impression que quand on est heureux, c'est parce qu'on a de l'argent. Non, je suis désolée, ce n'est pas ça le bonheur. Moi ça rejaillit en moi. Je me sens en accord avec moi-même. Et c'est ce qui rejaillit en moi, qui laisse croire que j'ai de l'argent. Non, mon Dieu, si j'avais de l'argent, je serais avec une grosse voiture 4x4 Porsche et tout. Est-ce que vous voyez, vous m'avez déjà vu avec ça? Marianne, vous m'avez déjà vu dans les grands restaurants? Vous m'avez, non, c'est au-delà de ça. Ne me demandez pas où je tiens cette information. Oui, vous êtes la mère d'un grand gaillard, je crois 27 ans. Non, pas 27 ans. On ne le voit jamais. Pourquoi? Pourquoi le voit? Il ne vit pas ici. Il ne vit pas ici, mon fils. Mon fils vit en France, c'est un Français. Il vient de temps en temps. Comment comprendre que lui soit français, forcément de père? Vous, par les liens du mariage, vous auriez pu être française, mais vous êtes une des rares à vous être totalement opposée à adopter la nationalité française. D'ailleurs, vous avez fait mieux en demandant à votre mari, qui insistait que vous soyez française, à venir prendre la nationalité camerounaise. Vous savez, la nationalité étrangère, française ou autre, au départ, c'est des exilés qui prenaient des subversifs, comme on disait au Cameroun, qui, exilés comme étaient obligés de prendre cette nationalité. J'ai eu de la chance, et c'est une chance de pouvoir vivre en France sans avoir à prendre cette nationalité pour des raisons économiques. C'est une chance. J'ai réussi à vivre ainsi, à faire mes études, à travailler en France sans être française, donc à construire ma vie là-bas. Je ne voyais pas au nom de quoi je dois prendre cette nationalité. Ensuite, je suis très attachée à mon pays. Une nationalité, on la prend soit pour des raisons économiques, qui n'étaient pas mes raisons, soit parce qu'on se sent profondément intégré, accepté dans un pays. Moi, je ne me suis jamais, et je ne me sentirai jamais intégré dans ce pays, parce que même le regard vous montre que vous n'êtes pas française. Même si on ne vous le dit pas, on vous le montre. Vous savez, j'étais avec mon mari, on arrive dans un supermarché, c'était une parfumerie, j'achète des parfums, et arrivé à la caisse, la dame, me dit, c'est pour vous, mademoiselle. Vous savez, ça veut dire quoi?
Ça veut dire en fait, le toubib s'est tapé une petite... Ça veut dire quoi? Si j'avais été vraiment en France de peau, jamais ne se serait permis de faire cette remarque mademoiselle, alors que j'avais une alliance et tout. Bon, voilà ce genre de choses qu'on vous jette au visage, qui vous montre que non, vous ne serez jamais un des leurs. Alors, Marianne, cet enfant, ce gaillard que vous avez, Oui. vous ne l'avez fait ni avec le français, Vous avez fait encore moins avec un Camerounais, mais plutôt un Congolais. Qui vous a dit ça? Les Camerounais ne sont pas Qui des vous a dit hommes ça? Qui vous a dit valables ça? pour être avec vous. Qui vous a dit ça? Moi, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Yaoundé, à l'université de Yaoundé, au collège Affaires Saker, lycée bilingue. Écoutez, je suis allé en France, j'avais 22 ans, donc j'ai eu un Camerounais ou deux qui sont passés dans ma vie. Donc, ça n'a rien à voir. Mais juste comme des flashs, quoi. Mais c'est pas une histoire. Vite, aussi arrivés qui sont partis. Qu'est-ce que vous racontez là? Pourquoi c'est arrivé? Ça n'a rien à voir avec la nationalité ou c'est le feeling. Bon, la vie fait que... Qu'est devenu le Congolais, le père de votre enfant? Qui vous a dit que le père de mon enfant est un Parce que Congolais? je le sais, parce que ce journaliste, Marianne, vous n'imaginez pas que j'invite des gens ici et que je vais dormir. Je cherche des informations et celle-là, je l'ai d'une source très sûre. Très sûr. Qu'est-ce qu'il est devenu le Congolais, Il est Marianne? vice-consul au Gabon. Très bien. Vous avez encore des liens? Ouais. Bien sûr. Mais il est père biologique de mon enfant, il n'est pas le père administratif. Très bien. Marianne Ekane, c'est parce que vous vouliez encore faire d'enfants que vous avez, à un moment donné de votre vie, voulu notamment adopter d'autres enfants? Non, c'est pas ça. C'est simplement parce que les enfants, vous savez, les enfants, c'est pas simplement ce qu'on a biologiquement. Des enfants, c'est des enfants qu'on élève. Donc le fait d'élever un enfant, ça devient notre enfant. Ce n'est pas l'envie. Mais ces projets d'adoption non, pratiquement jamais abouti. Pourquoi? Il y a une suspicion qui pèse sur vous, vous avez le sentiment? Qu'est-ce que vous racontez? Non, simplement parce que quand je me suis mariée, j'ai eu de la chance. Mon mari était issu d'un premier mariage, donc avait des enfants qui sont devenus mes enfants. Donc voilà, c'est tout. Mais au Cameroun, vous avez également essayé parfois d'adopter des enfants, mais le projet n'a jamais abouti. Parce que c'était des enfants de la famille et quelquefois, bon, on se dit, bon. C'est pas parce que j'en avais envie, mais j'ai tellement d'amour à donner, j'ai des choses à donner. J'estime que, bon, faut... 2 ou 3 questions pour sortir de cette rubrique en essayant de répondre le plus rapidement possible. Marianne Ekane, dites ce soir à ceux qui soupçonnent parfois que vous avez des liens autres que des relations avec le genre masculin. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? C'est ma vie privée, celle-là? Autre que... Ou alors... Non, attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire, on dit au quartier le bilinguisme. Le bilinguisme, c'est-à-dire les hommes qui fréquentent les hommes ou les femmes qui fréquentent les femmes. Qu'est-ce que vous répondez qui disent à que cela moi, je ce soir? comprends pas. Parce que, dites clairement, parce que je comprends rien. Marianne, vous êtes-il déjà arrivé d'aller avec une femme et pas un homme? Non, moi j'adore les hommes. Pas parce que je n'ai rien contre les femmes, j'ai rien. Ça ne me concerne pas. La vie privée des gens, sexuelle ou autre, les concerne. Pas tout le monde, ça n'interfère pas dans ma vie et qu'on reste distrait. Comme la foi, la religion. Non, je n'ai pas envie de savoir ce que tel ou tel fait. Je vous ai dit que je suis une femme tolérante et je tolère aussi des gens qui ne tolèrent pas que d'autres fassent des choses. Il y a des choses, vous savez, il y a des gens dans leur foyer avec leur propre femme, ils ont des pratiques sexuelles que d'autres n'acceptent pas. Donc, simplement, ça n'interfère pas dans ma vie, mais non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Alors, vous avez entendu quoi? Je comprends rien. Passons à la dernière question de cette rubrique, Marianne. Marianne, malgré votre aisance, vous n'êtes pas riche peut-être, mais vous avez une certaine aisance sur le plan matériel. Ce n'est que maintenant que vous avez pensé à mettre sur pied une résidence digne de ce nom. Je veux parler de votre chantier à Bomono. Avant que ce chantier ne vienne à bout, quand vous venez au Cameroun, vous êtes où?
Mais je vis à Bono. Vous savez, mes parents, j'ai grandi avec le fait que tous les week-ends, mon papa vivait à Douala, on vivait à Douala, mais tous les week-ends, on avait une résidence à Bomono. Bomono, c'est ma ville. Et puis, le projet de résidence que je fais, c'est assez vaste. Ce terrain, vous savez, j'étais en France. Vous savez à quel mois je l'ai acquis? Dites-le. En 99. Vous savez, 6 hectares et demi en 99. Ça veut dire que ma vie, j'étais destinée ici au Cameroun. Très bien. Voilà. Marianne, sortons de cette rubrique côté cour, côté jardin par votre look. Pour vous, la coiffure au vent que vous aimez tant, c'est un look d'une femme politique charismatique ou plus d'un people? On n'a pas absolument besoin d'avoir la silhouette d'Angela Merkel pour faire de la politique. Mais c'est celle-là qui semble le plus adaptée ou la plus adaptée aux femmes politiques. Autant les footballeurs et les basketteurs ont des boucles aux oreilles, des coiffures bizarres, autant quand on regarde les hommes politiques, on a le sentiment que la silhouette est toujours soignée. Parce que je ne suis pas soignée, à votre avis. Si vous l'êtes, mais soignez plus en people, Marianne. En people, vous savez, l'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. Je suis peut-être atypique, mais pourquoi? Pourquoi être uniforme? Pourquoi se mouler dans un... Qu'est-ce qui a décidé? Qu'est-ce qui a décidé qu'une femme politique doit se mettre en cabas, doit avoir des nattes, doit avoir... je sais pas. Et moi, je trouve pas ça très... moi, je trouverais ça un peu plus... pas people, mais un peu d'un autre temps. Sortez, hein, il faut sortir. Il faut lire. Il faut regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a c'est ce qui sort de ma bouche. C'est les actes que je pose qui sont plus importants que le look. Je suis bien couverte. Je suis bien couverte, c'est ce qui sort de ma bouche, les actes, mon combat, qui est plus important que le look. Parce que vous pensez que les gens engoncés dans une veste cravatée jusqu'au cou, serrée dans leur costume, c'est ça le look? Il n'y a pas que la coiffure, Marianne, il y a également les tenues, très souvent décolletées, très près du corps. Du coup, on se demande si, en accédant à la présidence de la République, il n'y aura pas plus de bagarres que de véritables réunions de travail. Ah bon, vous pensez qu'il y a de la bagarre dans la rue quand je ne fais que poser, des questions. Alors, ceux qui sont au pouvoir sont un peu moins... ils sont fébriles quand ils voient des femmes. Contrairement à ceux qui sont dans la rue, vous avez l'impression que dans la rue, les gens se battent pour moi. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi je l'aborde. Marianne, abordez-moi, dites-moi pourquoi. Dieu vous a au moins crédité d'une silhouette qui parfois donne du tournis. Je voudrais parler de cet événement de votre vie qui est resté en travers de la tête avec un de vos camarades qui a failli tuer un enseignant, qui estimait que l'enseignant lui donnait des mauvaises notes parce qu'il vous regardait beaucoup, même si il a avéré que l'enseignant vous regardait effectivement. Non, vous sortez ça d'où, ça? Vous sortez de... Madame, je vous ai rappelé que j'étais journaliste. Oui. L'histoire est-elle vraie ou fausse? C'est pas une histoire de donner le tournis, c'est pas la silhouette. Dieu ne m'a doté d'aucune silhouette. Je ne brûle pas la chandelle des deux bouts. Je fais du sport. Je ne bois pas d'alcool. Pourquoi faudrait-il que parce qu'on a un certain âge, un grand âge comme vrai moi... ou faux, un élève a failli tuer un enseignant à cause de vous? Il n'a pas failli tuer, il n'a pas failli tuer. Moi, vous voulez que je vous la raconte, cette histoire? Dites, racontez. Je vous la raconte. En une minute, en une minute. Bon, j'étais à l'université de Charles de Gaulle, à Lille, dans le Nord. Et je suis arrivée dans le Nord parce qu'Anissé était déjà dans le Nord. Donc, Anissé avait des camarades qui me considéraient comme leur petite sœur. Et donc, j'étais un peu la chasse gardée des amis d'Anissé. Et bon, un camarade qui me trouvait un peu jolie. Hein. Donc, voilà, s'est mis à me faire la cour. Et les amis d'Anissé, un ami d'Anissé,
qui était aussi un très grand professeur d'informatique, UPCiste, convaincu, a trouvé que, bon, ce garçon allait me détourner de mes études. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui donnait-il des mauvaises notes? Je n'en sais rien, c'est à vérifier. Mais toujours est-il dit que ce gars, ce prétendant, cet admirateur a pensé que les notes qu'il recevait de ce professeur d'informatique étaient dues, des mauvaises notes étaient dues au fait qu'il courait après la sœur de Anissé. Et puis, bon, pris de folie, je crois, il est allé voir le professeur et puis il a sorti une arme. Bon, c'était une arme, je sais pas, j'étais pas... Mais il a tiré. Il a tiré, voilà, oui, il a tiré. Il aurait pu avoir mort d'homme à cause de vous. J'imagine que des anecdotes comme celle-là, vous avez une cinquantaine, une centaine à raconter. Oui, c'est ça. Très bien. Marianne Ekane, sortons de cette rubrique et reparlons un tout petit peu de la politique. Oui. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, lors des dernières élections, vous étiez candidate dans le Mungo à la députation. 3 candidats notamment, et dans les 3 candidats, 2 Ekane. C'est une politique familiale. Ah non, pas du tout. J'étais tête de liste dans le Mungo. Lui, il était tête de liste ailleurs. Il n'était pas dans les législatives. Lui, il concourait pour la municipalité de Douala. Voilà. Je veux dire que dans la même formation politique, il y a la famille Ekane constituée de personnes très intelligentes. Il y a d'autres moins intelligents. Par conséquent, il faut faire avec les plus intelligents. Vous n'allez pas dire ça. Non, ça c'est fait. Je ne fais que poser des questions, Marianne. Vous l'avez dit, vous ne posez pas des questions, vous affirmez des choses. Non, ça c'est faire injure à nos camarades du parti. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Le Manidem, ce n'est pas un parti. Voilà. Vous n'allez pas me dire que parce que je m'appelle Marianne Simon Ekane et que je suis dans le Manidem. J'ai mes convictions, j'ai mon idéologie. Nous sommes une famille de 22 enfants. Vraiment, si au Manidem, il y a le camarade d'Anissé Ekane, Marianne, Simon Ekane et un de mes frères Ekane Charles, sur 22 enfants, franchement, vous savez, chez nous, on a de tout. J'ai mon neveu qui est hyperviable, qui est déjà un hyper, il est à Kundengui, il était l'ancien député du Mungo, du RDPC. Donc il venait, c'est mon concurrent, de regretter Mpako, qui a remplacé mon neveu qui s'appelait Ekane Frédéric. Donc vous voyez, donc on n'a pas, ça n'a rien à voir avec une histoire de famille. Non, dire ça, c'est faire un jour. Ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, Marianne, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forte concentration du Manidem en ces 2 individus? Non, pas du tout. Non. Quand vous dites ça, vous faites... vous pourrez ça, vous l'avez déjà dit. Hein, ouais, vous faites un peu, oui, je le répète parce que c'est faire injure aux camarades du Manidem. C'est faire injure. Vous savez, au Manidem, on a des camarades, on a des frères aussi au Manidem. Hein. Mais bon... Si vous ne le pensez pas, vous n'avez pas à vous émouvoir de cela. Je vais poser une question. Non, je pense aux camarades. Quand vous dites ça, c'est comme si ces camarades ne comptent pas. Mais si vous ne le pensez pas, ça veut dire qu'eux, ils ne pensent pas. Par mais conséquent, le ce serait un non-événement. Mais seulement la manière avec laquelle vous accusez le coup, vous savez, on le dit souvent. Non, parce que M. Okol, vous le savez bien, vous êtes en train de vouloir faire votre buzz en disant ça. Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Alors, vous voulez faire le buzz, faites le buzz. Mais les camarades, non. Non, je vous donne plutôt la possibilité de réagir. Ouais. Marianne, est-ce que vous alliez à cette élection législative pour amuser la galerie ou vous étiez vraiment sérieuse et que vous vouliez aller défendre les intérêts des populations du Mungo à l'Assemblée nationale? Vous voyez, monsieur Okol, j'ai des tas d'endroits où je peux aller pour amuser la galerie. Hein. Et je ne m'en prive pas. Hein. Quand je vais amuser la galerie, j'ai des tas d'endroits. Il y a des boîtes, je peux aller amuser la galerie. Je ne vais pas aller dans une élection qui concerne mon pays, qui concerne les gens du Mungo, qui sont dans une misère complètement innommable. Ils sont dans des baraquements, des camps de concentration avec ces grosses multinationales agricoles. Vous me dites que je vais pour amuser la galerie. Vous savez, c'est qu'une élection législative, pas les élections législatives des RDPCistes à qui on verse de l'argent. Vous savez que ça veut dire aller voir ces gens-là dans les champs, les écouter, faire du porte-à-porte et j'ai le temps, je vais amuser la galerie. Je vous dis pourquoi je vous ai posé la question. Parce que vous avez crié à la victoire volée et Marianne, une forte mobilisation de ces électeurs, si la victoire avait été volée, aurait
peut-être amener qu'on reprenne les élections dans le Mungo. À votre avis, comment comprendre que les gens soient avec vous, comme vous le dites, mais qui n'aient pas manifesté pour revendiquer leur victoire? Je suis allée voir mes amis du Mungo. Je leur ai demandé, moi je suis pour je suis légaliste. Je leur ai demandé de ne pas, nous ne sommes pas des pyromanes. Nous au Maliden, nous ne sommes pas des pyromanes. Nous n'allons pas mettre le feu à ce pays que nous aimons tant. Je suis allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour déposer mon recours. Je ne vais pas demander à une population de brûler leur propre pays. Non, le Malidem, c'est pas ça. Nous, on n'a pas la politique de la tête brûlée, comme ces gens du RDPC qui disent après nous. Est-ce que ne vous a donc pas manqué l'astuce du contrôle des votes? Mais ça n'a rien à voir. Vous savez, dans le Mungo, il y avait 164 bureaux circonscription électorale. Et on avait 170 scrutateurs. Mais comment voulez-vous? J'ai encore les PV. Les PV, mes PV, et le RDPC, avec la complicité de préfets, de tous ces élites villageoises, tribalistes, les PV où il n'y a pas de signature du Manidem. Ils ont fait leur propre CV, leur propre PV. Comment voulez-vous? Et j'arrive devant la Cour constitutionnelle, devant monsieur de la Cour suprême, monsieur Dipandamouele, avec toutes les preuves à la main, et il m'oppose un article disant que je devais spécifier que je porte un recours sur l'élection de monsieur Mpako. Alors que la loi disait ce n'est pas. C'était la Cour suprême qui déclare qui est élu. Et il m'oppose ça, qu'il ne statue pas parce que je n'ai pas spécifié. Ils avaient oublié que la loi avait changé. Alors avec des gens comme ça, mais je vous assure, il ne m'appartenait pas. Et ça, je ne ferai jamais de demander à la population de mettre le feu dans ce pays. Que les autres mettent le feu. Nous ne sommes pas des pyromanes, mais qui ne comptent pas sur nous pour éteindre le feu qu'eux, ils auront mis. Pourquoi, à votre avis, les populations ont penché vers votre candidature plutôt que vers celle de vos concurrents? Mais parce que à un moment, la population, on a beau dire que c'est des gens à qui on donne du poisson, des maquereaux. À un moment, je leur ai fait comprendre que si vous prenez ce maquereau-là aujourd'hui, vous le mangez, vous allez attendre 5 ans après, qu'est-ce que vous aurez? Vous serez dans les mêmes conditions. Levons-nous pour que ce pays change pour tout le monde. Et ils l'ont compris. Et vous savez, les gens du Mungo, ils étaient avec moi parce que je leur ai donné leur place d'homme. Je les ai écoutés. Parce que les gens, quelquefois, ont simplement besoin qu'on les écoute, qu'on leur donne leur place d'humain. Parce qu'on a déshumanisé les gens là-bas dans le Mungo. Dans le Mungo, vous voyez des baraquements où ces ouvriers agricoles vivent. Vous demandez dans un camp de concentration. Alors, Marianne, les prochaines échéances, les élections législatives, en principe, j'insiste là-dessus, c'est 2018. Est-ce que vous avez retenu ces leçons du passé pour qu'en 2018, si jamais les populations penchent vers vous, que ce soit le résultat des urnes qui prévalent le moment venu? Mais comment voulez-vous retenir? C'est-à-dire, vous voulez que je fasse que je triche comme eux? Pas tricher. Voilà, que je puisse. J'ai eu 170 scrutateurs sur 164 bureaux de vote. Je me suis arrivé dans un bureau de vote où le chef du bureau m'interdit d'entrer dans la salle de vote. Vous voulez que je me batte? J'ai retenu quelle leçon? J'ai retenu la leçon en disant ce régime-là doit absolument tomber. Ce régime doit absolument tomber. En descendant dans la rue? Ou bien à travers ces élections dont vous êtes certain qu'il y aura trucage? En mobilisant les populations. En amenant, vous savez, nous avons, c'est cette population qui est découragée des hommes politiques. C'est notre vivier. Le président, combien de gens sont allés voter? Il faut leur dire, tout nous on dit au Malidem, tout dépend de nous. C'est le peuple qui détient la main.
Mais ce peuple doit se mobiliser. Nous, les hommes politiques, on est simplement là pour les encadrer. Mais il appartient à chaque Camerounais, en regardant ses conditions de vie, de se mobiliser. Nous comptons sur cette population, sur ceux qui sont découragés en leur disant « tout est encore possible ». Le bateau est en train de couler. C'est le moment de sortir de ce système néocolonialiste. C'est le moment. Au-delà de ce projet d'aller représenter les populations à l'Assemblée nationale, vous vous sentirez comme une dame ayant accompli son parcours politique une fois que vous aurez atteint quelle cime, Marianne? Lorsque je pourrais venir et être dans un quartier, dans une ville et trouver les Camerounais heureux. C'est ça mon but. Ça n'a rien à voir avec un poste, une place à l'Assemblée. C'est voir le Cameroun dont rêvait Oumniobé et Ernest en disant qu'ils se sont battus. Voir ce Mais Cameroun. Tout le monde se fixe quand même un cap, un profil de carrière, même sur le plan politique. Vous avez le sentiment que votre place comme femme politique, c'est à quel niveau? C'est député? C'est sénateur? Mais écoutez, moi je ne fais pas de la politique pour un poste. C'est pas ça. Alors, vous ne connaissez pas les femmes du Manidem ou les hommes du Manidem. Je n'ai pas une 40 ans, il faut que je sois ministre, il faut que je sois... Si je voulais être ça, je serais allé au RDPC. Si vous êtes au RDPC, vous serez ministre? Oui. Comment? Parce que là-bas, ils ne font pas de la politique. Ils cherchent des postes. J'aurais combattu, faire des croche-pieds. Je n'arrive même pas à m'imaginer ça parce que jamais je n'irai dans ce micmac de croche-pied où des gens sont des touristes de ce pays. On dirait qu'ils ne vivent pas, ils ne sont pas des enfants de ce pays. Ils ne pensent pas à leurs enfants, à ce qu'on va laisser nos enfants. Vous voulez que nos enfants, ils n'ont même pas le sentiment que nos enfants vont nous regarder en disant qu'avez-vous fait de notre pays? Alors, ça c'est le concept de Marianne, celui des membres du Manidem qui ne participent pas avec le pouvoir, donc qui ne peuvent pas entrer au gouvernement. C'est Marianne ça ou c'est le Manidem? Mais vous savez, quand quelqu'un milite au Manidem, s'il vient militer au Manidem pour un poste, il s'est trompé. Il s'est trompé de chemin. On lui ouvre la porte, allez ailleurs. Il s'est trompé. Même votre frère, si au sorti d'ici, le décret est tombé et qu'il est ministre, il va refuser d'assumer sa fonction. Vous voyez le camarade Anissé, ministre, dès qu'il y a un petit changement, on ne le voit jamais, on le voit ailleurs. Vous attendrez longtemps. À quelle heure, comme on dit au quartier, à quelle heure? C'est maintenant que le camarade Anissé va penser à vouloir entrer dans un bateau qui coule. Vous sentez dans un bateau qui est en train de couler? On pourrait vous confier à vous, par exemple, le ministère de la Culture, Marianne Ekane. Avec quel système? Avec quel système? Moi, je ne combats pas. Je veux dire, si on change de système, s'il y a un système qui tient en compte les intérêts du peuple, de mes frères camerounais, ah oui, vous savez, j'ai dit à des amis, peu importe, vraiment, celui qui est président de la République, à partir du moment où il met le système hors d'état de nuit, ce système néocolonialiste, j'applaudirais des 2 mains, j'ai failli dire 4 mains. J'applaudirais des 2 mains. Moi, c'est le système. Vous savez, je vais vous le dire, la France a conçu des rafales. Quand je suis arrivé en France, ces rafales étaient déjà presque conçues. Ça fait des années qu'ils cherchent à vendre des rafales. Ils ont réussi à vendre ces rafales là au Qatar. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en contrepartie? L'autorisation de l'aéroport de Nice. Alors que Air France freiner des 4 faits. Ils ont été obligés d'accepter ce compromis-là. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir des rapports de gagnant-gagnant? Est-ce que vous connaissez des exemples où on a démantelé tout un système, où on est passé carrément d'un système à un autre? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement permanent? Est-ce que vous ne voyez pas trop la vie en rose, alors que schématiquement, cela est impossible? Vous savez, les ailes d'Icare ont préfiguré les avions d'aujourd'hui. Je vois la vie en rose. Mais c'est le rêve d'aujourd'hui, le rêve d'hier qui est la réalité d'aujourd'hui. Je vois un système. On est quand même parti de la colonisation. Qu'est-ce que vous lui reprochez tant à ce système? Mais il est antagonique avec les intérêts du peuple camerounais. Ce système ne tient pas compte. D'autres personnes s'y reconnaissent pourtant. Qui s'y reconnaît?
ceux qui se remplissent les poches. Comment voulez-vous avoir votre champ de maïs et que quelqu'un d'autre vient récolter? Même si cette personne est votre voisin, vient récolter, vous donne 10% ou 4% et prend 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Marianne, le problème, vous savez, le problème c'est, il faudrait que cette France, je dis bien la France, je les nomme, je les cite nommément, cette France officielle se rende compte que ça ne peut plus durer. Que le peuple africain a maintenant les yeux ouverts, tout ce qui se passe dans les autres pays. Ils sont pas dans un libéralisme. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils reviennent en arrière. Parce que ça a des effets pervers sur la population. Voilà Borloo qui arrive, qui nous parle d'électrification, qui vient chercher des marchés pour résorber. Il a été reçu par le chef de l'État, Jean-Louis Borloo. Il vient parler du plan Marshall, l'électrification de l'Afrique. Il se réveille tout d'un coup. Ah, l'Afrique manque d'électricité. Mais ce monsieur Borloo était maire de Valenciennes. Moi, j'ai vécu à Valenciennes. Il a fait d'une petite ville une ville moyenne. Il sait ce qu'il faut faire pour développer un truc. Mais non, il vient ici. Il vient chercher le marché pour résorber le chômage de la France. Alors, Marianne, je voulais vous poser cette question simple. Ce discours que vous tenez, c'est un discours qu'on a écouté au Cameroun depuis au moins 25 ans. Je voudrais parler du retour du multipartisme, aussi bien par les acteurs politiques que par la société civile, par une certaine classe intellectuelle et au sein d'opinion. Le discours est là, il est présent, mais les changements ne suivent pas. Finalement, est-ce que le chien n'aboie pas pendant que la caravane Mais quand vous dites le discours, là, quel discours est là? Le discours de la cessation, de la rupture avec ce système, un discours qui tienne compte des aspirations des Camerounais. C'est un discours connu. Ce n'est pas un discours. On ne change pas un pays par des discours. On change un pays par la mobilisation. Ce n'est pas en faisant des discours, ce n'est pas dans les urnes qu'on va changer. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, mais il faut mobiliser. C'est notre travail à faire comprendre. Et les Camerounais commencent à le comprendre. Parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce que vivent les Camerounais aujourd'hui, c'est devenu insupportable. C'est la goutte d'eau qui va... Là, on y va, là. Hein. Là, je dis, ça vient, c'est du tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'horloge est en marche. Hein. Ça ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin que ça. Très bien. Marianne, ce que je vous propose, une fois de plus, c'est un autre break. On va se retrouver tout de suite derrière pour l'autre rubrique de Face à Ocon. Madame, la rubrique c'est 1 sur 2. Le principe est tout à fait simple. Je vous propose des questions, je vous suggère des réponses. On a très peu de temps pour élaborer sur chaque question. Vous choisissez une réponse sur les deux que je vous propose. La première est connue de notre spectateur. Marianne, vous est-il arrivé une fois au moins du vivant de votre mari de le tromper en commettant naturellement l'adultère? Je m'appuie sur vos convictions religieuses qui sont celles de quelqu'un qui croit fermement, supposons que le maître, l'arbitre, c'est Dieu. En vous appuyant là-dessus, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Avec mon mari, non. Mais j'ai eu à tromper les hommes qui ont jalonné ma vie. Et quelle était la réelle motivation? Écoute, je ne me sentais pas... Je les ai trompés. Quand je les ai trompés, c'est que c'était fini. Très bien. Voilà. Alors, pour vous, laquelle des infidélités est la plus grave entre celle de l'homme et celle de la femme? Une infidélité, c'est une infidélité, mais... Elles s'équivalent? L'infidélité, en fait, l'infidélité, c'est déjà dans le corps. Elle n'est pas forcément liée à un acte sexuel, c'est l'infidélité dans la tête. On peut être avec quelqu'un et ne pas être avec lui. C'est déjà une infidélité. Pourquoi on a souvent le sentiment qu'on condamne plus l'infidélité de la femme que celle de l'homme? Parce qu'on a tendance à penser que nous, les femmes, que les hommes, c'est... Bon, un homme peut faire... une infidélité à sa femme. Il a ça dans ses gènes? Pas dans ses gènes, c'est-à-dire, ça peut ne pas compter. La femme est plus intérieure. La femme pose, quand elle pose un acte, elle s'est réfléchie, surtout dans un acte comme ça, à part être une péripatéticienne. Mais une femme, quand elle pose un acte, c'est profond, c'est pas à la légère.
Très bien. À votre avis, une femme infidèle, Oui. est-ce qu'elle l'est de naissance ou alors le devient-elle? Non, c'est les circonstances qui font qu'une femme, une non-réponse à des sollicitations du partenaire, une non-revalorisation, le sentiment de ne pas exister, ou voilà, on ne naît pas infidèle, non, non, on ne naît pas. Quand il vous est arrivé à vous d'être, peut-être c'est pas l'infidélité parce que c'est dans le mariage, mais de tromper l'homme avec lequel vous êtes, est-ce qu'après vous avez un certain remords d'avoir posé un acte ou un autre? Ah non, 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 je n'ai pas de remords parce que mes actes, je réfléchis, je ne pose pas des actes à la légère. Très bien. Et je n'ai pas de regrets dans ma vie. Lequel de ces qualificatifs donneriez-vous à une femme homosexuelle? Elle est dans la hantise du diable ou tout simplement elle est dans le suivisme? Je ne sais pas, anti du diable, le diable, non. C'est quoi l'histoire du diable? Ça n'a rien à voir. C'est quoi le diable? On dit souvent que telle personne est possédée. Possédée par quoi? Elle est déprimée, elle est en dépression. Possédée par quoi? Non, je pense que... Je ne sais pas, je ne suis pas, je n'ai pas ces... vous savez, en Afrique, nous, on est avec des tabous, des interdits ancrés dans notre culture. Et de plus en plus, il y a une certaine libération avec... Et donc, les femmes ou les hommes, hein, homosexuels ou autres, se mettent à vouloir s'exprimer. C'est une certaine liberté qui va jusqu'au Tinage. Voilà. Donc on arrive, on se dit, bon, pourquoi pas. Mais bon, je pense que c'est ça, mais on ne naît pas, il n'y a pas de possession. Non. Très bien. Alors, selon vous, comment appréhendez-vous une femme adulte qui va avec des jeunes garçons? Est-ce une nécessité physiologique ou une perversité absolue? Si elle va, moi je pense que je n'ai pas à juger. Peut-être que ce n'est pas parce qu'on a une femme, on a un certain âge, que quelqu'un de moins âgé ne peut pas faire battre notre cœur. Pourquoi le voir comme une perversité? Pourquoi on ne le voit pas? Donc, nécessité physiologique alors? Non, c'est que... Le principe, c'est une sur deux. Il y a deux propositions de réponse. Vous choisissez la moins mauvaise. Ouais, laquelle, alors j'ai dit... Il y a deux options pour une femme adulte qui va avec des jeunes. Est-ce que c'est une nécessité physiologique? C'est-à-dire, c'est un besoin naturel, c'est ce qu'il y a de plus normal, ou alors c'est simplement une tare de la société et que cela ne se justifie d'aucune manière? Ni l'un ni l'autre. Je suis désolée. Je ne peux pas donner... Le juste milieu, donc, c'est quoi? C'est que c'est des choses qu'on n'explique pas à son cœur bas. Il y a pas on ne programme pas ce genre de choses, à moins d'être vraiment un spécialiste de... Voilà. Je ne peux pas savoir. Des gens vous le feriez? Vous partirez avec plus jeune que vous? Je ne vais pas demander à tout le monsieur qui fait la cour quel âge il a. Si je n'arrive pas à deviner son nom, vous avez quel âge? Et que si mon cœur bat pour cet homme et que je me rends compte qu'il a il est moins âgé que moi, je vais dire non, non, pas du tout. C'est-à-dire... La question que je voulais poser, c'est déjà arrivé? Non. Parce que j'aime admirer les hommes de ma vie. Ça pourrait arriver? Si c'est un homme que j'admire, mais il y a une limite à tout. Hein. Très bien. Pas moins de 2 ans, pas 3 ans de moins que moi. Très bien. Plus. Quelle est votre éducation modèle pour la progéniture? Est-ce l'éducation à l'européenne qui vraisemblablement supporte les caprices des enfants, ou celle africaine et surtout celle des Bantous ou la chicote dans bien des cas en Côte d'Ivoire du Cité? Ah non, la chicote dans bien des cas en Côte d'Ivoire du Cité. Moi, mon grand, il est grand, comme vous avez, il avait 24 ans. Il m'arrive des fois d'oublier qu'il a cet âge-là, je fonce sur lui. Hein. Ça, c'est ici en Afrique, parce que là-bas... Même là-bas, je fonce sur lui. Quitte de la police, des droits de l'homme. Il a été élevé dans cette optique qui ne va pas aller à la police, dire que maman a foncé sur moi. Voilà. Si vous avez votre enfant avec la perspective que si je fonce sur lui, aller à la police, il irait. Mon fils a été élevé dans une famille, même avec mon époux qui était un Européen, on fonçait sur lui. Très bien. Voilà. Pour vous, y a-t-il, oui ou non, un âge de tolérance pour l'acceptation de l'activité sexuelle pour un enfant? Tolérance, c'est-à-dire?
C'est-à-dire à quel âge un enfant oui, voilà. peut avoir son activité sexuelle. Oh, oui, un âge, quand on ne faut pas rigoler. Chaque chose... C'est lequel? C'est 12 ans, 15 ans ou 20? Moi, à mon époque, qui n'est pas... Tu vois, j'entrais en terminale, je ne connaissais pas les hommes. En terminale. Voilà. Donc maintenant... Le principe devrait encore s'appliquer aujourd'hui? Terminale, on suppose que c'est 18 ans à l'époque. 19 Aujourd'hui, ans, c'est 15-16 ans en terminale. À votre avis, donc l'âge minimum, c'est lequel? Je pense quand même qu'à 17 ans, une femme... Pas 15? Non, pas 15 ans. On joue encore la poupée à 15 ans. Très bien. Non, pas... Alors, accepteriez-vous, oui ou non, par amour, qu'un homme vienne vous retrouver et vivre chez vous, ce qu'on appelle vulgairement chez nous, au Cameroun, le système des ambassadeurs? Ah bon, qui viennent vivre chez moi? Oui. Pourquoi cette différence chez moi et chez lui? Non. Si c'est l'ambiguïté de la question. Non, si c'est pratique, c'est une histoire de... Si c'est Vous pratique... savez ce que ça implique qu'ils viennent vivre chez vous. Ça veut dire forcément qu'ils ne tiennent pas les cordons de la bourse et que ça, c'est un rôle à vous dévolu. Oui, mais dans ce cas, c'est qu'il ne soit pas un gigolo. C'est ça que ça veut dire? Ah non, non, pas du tout. Il peut arriver que pour l'instant, l'homme ou la femme ne puisse pas, ait des problèmes d'emploi ou ne puisse pas. C'est à la femme de relever un homme et c'est à l'homme de relever une femme. Pourquoi est-ce que ce doit absolument que ce soit l'homme qui le fasse? Qui ne vienne pas la croiser les bras, qui montre quand même qu'il a envie d'aller de l'avant. S'il vient être gigolo, non, je suis désolé. Très bien. On admire un homme et qu'on aime un homme, il faut qu'on puisse l'admirer. Un homme qui reste là, ne rien foutre, attendre de moi, je ne peux pas aimer un homme que je n'admire pas. Très bien. Quel est votre avis concernant la mesure d'interdiction des mini-tenues pour les jeunes filles récemment prise par plusieurs ministres de la République? Pour vous, c'est un vrai problème social ou c'est un faux problème? C'est un faux problème. Il y a d'autres problèmes à régler. Hein. Les enfants ne mangent pas, les parents ont des difficultés pour payer l'école des enfants. C'est des ministres qui se rongent dans les pouces, qui montent au créneau. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, Marianne, quand vous êtes au Cameroun, quand vous faites certains centres urbains, que de plus en plus les jeunes filles s'habillent très légèrement? Vous savez, quand on commence à penser à ce genre de choses, on est en train d'aller dans faire porter le voile aux femmes. Hein. Il ne faut pas commencer ce genre de sujet en disant maintenant, on ne met pas ça. On commence comme ça, après on sera voilé. Au nom de quoi on doit s'occuper? Tout ça va se réguler seul. C'est les tendances du moment. Avant... Avec les strings qui se voient... Mais ça va, c'est une tendance qui va passer. Au vu et au su de tout le monde. Oui, vous êtes quand même des gens responsables. Donc vous comment dire ça? Je vais utiliser une expression que je ne dois pas utiliser. Mais l'homme a l'instinct animal à lui aussi. Alors quand vous êtes des gens qui se baladent en torse, pourquoi nous on ne peut pas être fébrile quand on voit un homme avec ses muscles dehors? Pourquoi c'est vous, quand vous voyez un petit jupon qui passe, vous devez frémir? Vous n'êtes pas responsable des animaux. Avant, vous savez, avant... L'homme est animal d'abord. Oui, mais avant, les femmes se baladaient les seins nus, avaient les feux de bananier. Donc, elles se faisaient violer tout le temps. Arrêtez un peu votre histoire. Elles se faisaient violer. Ça, c'était cette époque-là. Ah oui, c'est ça. Donc, maintenant, il faut se couvrir parce que vous ne pouvez pas vous retenir. Quand ça commence comme ça, on va finir par à voiler les femmes. On se retient déjà assez. Ils n'ont rien à... On se retient déjà assez. Marianne, partageriez-vous partagez-vous, oui ou non, la vie, partagez-vous, oui ou non, la vie de Charles Ateba Yéné, d'heureuse mémoire, qui, à l'époque, disait que de plus en plus au Cameroun, la sanction sociale passe forcément par l'adhésion à certaines sectes exotériques? Comme je n'ai pas d'ascension sociale, je ne peux pas savoir. Mais je pense que c'est des, bon, je veux dire, c'est des petits pervers qui ont de l'argent, qui jouent à un jeu, je veux dire, bizarre. Ça, là, il n'y a pas de secte où on doit, où il y a de la perversion. C'est des gens qui jouent, ils ont leurs petits vices. Est-ce que vous avez le sentiment que le mérite, lui, est le principe de règle? Pas du tout. Lorsqu'on doit gravir des échelons au Cameroun? Pas du tout. Si c'était le cas, le Cameroun ne serait pas dans cet état. Si c'était le cas.
Si c'était le cas, le Cameroun ne serait pas dans cet état. On met n'importe qui à n'importe quel poste. Si c'était le meilleur dans le poste qui convient, on ne serait pas là. Et vous n'avez pas le sentiment que les sectes exotériques ont quelque chose à voir là-dedans? Je vous explique, que je vous dis, et ça, c'est des petits pervers qui ont de l'argent, qui utilisent ce genre de procédé en faisant croire aux gens que, bon, après avoir fait un truc, on aura une ascension. Parce qu'ils assouvissent leur vice. Très bien. C'est tout. Madame Ekane, 3 questions pour sortir. Répondez le plus clairement possible. Êtes-vous pour ou contre la dot pour une femme? Oui, je suis pour la dot. Vous avez été doté, vous? Jamais. Et pourquoi vous voulez imposer la dot à certaines? Je n'impose pas, je veux dire, c'est une culture bantou, la dot est là, sauf que ça prend des proportions un peu, comme toujours, avec la misère dont on utilise maintenant les filles, mais non, c'est juste, vous savez, avant c'était un jeu de rôle. En plus, les femmes, à une époque, ramenaient leur part chez le mari. Maintenant, ça devient une vente aux enchères. La fille au plus offrant, de telle sorte que les jeunes garçons qui n'ont pas d'emploi ont du mal à se marier. La polygamie est-elle pour vous un legs de nos ancêtres à conserver ou un principe obsolète de l'ère du temps? Ni un legs de nos ancêtres à conserver, chacun fait comme il veut. Je suis pour la polygamie. Moi, j'ai grandi dans une famille, mon père avait 4 épouses. Auriez-vous pu être vous dans un foyer polygamique? Absolument. Très bien. Partagez ou cautionnez-vous, oui ou non, le sentiment anti-français qui semble de plus en plus se développer au sein de l'opinion camerounaise, voire africaine? Ce sentiment, ce sentiment n'est pas, c'est pas dénué de fondement. C'est pas dénué de fondement. Même pour vous qui vivez en France, qui avez un enfant français? Je ne vis pas en France. Pour quelqu'un qui a vécu en France, j'ai un enfant français, j'ai un mari français, la plupart de mes amis sont français, mon parrain est français, mais ils respectent mon combat parce que moi je parle de la France officielle. Je ne parle pas des Français individuellement. C'est la France officielle qui doit demander à ces familles, grandes familles capitalistes françaises, de baisser de façon drastique les marges qu'ils puissent dans nos pays. Mais ils sont aussi coincés parce que ces mêmes cette France officielle tient leur élection de ces familles capitalistes. Très bien. Voilà. Marianne Ekane, nous sommes allés vers certaines personnes, quelques-unes que vous allez certainement reconnaître, mais d'autres que vous n'avez jamais vues, ni d'Adam ni d'Ève, pour leur poser la question de savoir ce qu'ils pensent de vous. J'imagine que ça vous intéressera d'écouter ce qu'ils disent de vous, ces Camerounais. Je vous propose donc de les écouter dans la rubrique Vox Pop et on se retrouve tout de suite derrière pour la suite et certainement la fin de cette émission. Bon, je sais que c'est une jeune sœur. C'est une jeune sœur qui est dans une famille de 22 enfants, 11 filles et 11 garçons. Et elle a eu la chance, et c'est Dieu n'a pas voulu qu'elle décède parce que Dieu savait qu'elle avait un combat pour ce pays. Parce que lorsque papa a eu des coups de balle, parce que papa était NP6 et notre maman était enceinte, et exactement ça a provoqué les contractions de l'accouchement de Marianne. Donc elle est née dans des conditions très, très difficiles. Peut-être Dieu n'a pas voulu qu'elle décède parce que Dieu savait qu'elle avait un combat pour libérer peut-être ce Cameroun. Le conseil que je peux donner à ma jeune soeur, c'est de continuer dans ce combat, comme elle a commencé pendant les élections du 30 du couplet, législatives et municipales, où on a eu une victoire, mais compte tenu du contexte de ce pays, on a eu le score qu'on nous a donné. Vous connaissez Marianne Ekane, hein? Madame Ekane, c'est qui? La sœur d'Ekane. Jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ce pays? On dit qu'elle a gagné les élections dans le Mongo. Est-ce que c'est vrai? Quelle élection? Elle peut gagner une élection. Une personne qui a des cheveux comme une folle. Elle a eu quel programme pour gagner les élections au Cameroun? Elle n'a jamais fait quelque chose pour ce pays. Elle a fait quoi pour ce pays? Elle n'a jamais même marché pour ce pays, rien. Jamais du tout, on ne la connaît pas. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous connaissez Marianne Ekane, hein? Madame? Marianne Ekane, non. Oui. Celle-là, je ne la connais pas. Vous ne l'avez jamais vue? Jamais, on a connu les Madame Foni, mais pas celle-là. Marianne Ekane, c'est une amie, c'est une connaissance. J'ai fait sa connaissance il n'y a pas très longtemps. Je pense que si ma mémoire est exacte, c'est lors d'une émission
chez un concurrent, pas loin de Saint-Michel. Et j'ai trouvé en elle une femme d'une grandeur, d'une spontanéité, d'une honnêteté assez frappante. Et depuis lors, elle est restée une amie, même si, c'est vrai, on ne se voit pas assez fréquemment, j'entends bien. Mais je crois que les liens sont restés bien solides et bien tissés. Et je dirais que c'est d'abord une femme, une grande nationaliste, une grande patriote. Je crois qu'en ce moment où les valeurs nationalistes dépérissent, il y a ici pour moi l'occasion de saluer cette femme qui croit que la patrie a un sens, que la nation a un sens. Qu'est-ce que vous connaissez de Marianne Ekane? Marianne Ekane est une femme politique qui a une vision assez progressiste de la société camerounaise, qui n'est pas seulement femme aussi. Donc c'est le prototype même du militant du Namibien qui est en rupture d'abord avec le système néocolonial. C'est tout à fait normal pour les progressistes. Mais également en rupture avec les travers de la société camerounaise. On ne parlera pas de tribalisme en parlant de Marianne, on ne parlera pas de fétichisme en parlant d'elle, mais d'une militante, une femme qui travaille pour le progrès du pays. C'est quelqu'un qui, socialement, est assez vivable. Marianne, vous les avez écoutés. Quelle réaction? Ma réaction, bon, ça m'a amusé d'entendre quelqu'un qui disait que j'avais les cheveux comme une folle. Ça m'amuse. Donc je pense que ses grands-parents devaient être tous des fous. Parce que bon... il ne sait pas que l'afro a régné oui, voilà. en maître pendant voilà, très longtemps. exactement. Bon, en même temps, j'ai écouté tout le monde. Mais vous savez, je suis en rupture. Je suis une traîtresse de ma classe sociale. Et c'est ça le rôle des combattantes. Je me retrouve dans un cadre qui ne cadre pas avec votre façon ma façon d'être, la bourgeoise. Mais on n'a pas besoin. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être toujours, d'avoir faim pour être humble. Donc je suis en rupture complètement. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi je me bats pour ce pays, pourquoi je passe. Certains me diraient, qu'est-ce qu'elle est venue faire là, pourquoi elle se bat pour... Mais bon, c'est ça le propre même des combattants. Quand vous regardez toutes les femmes ou les hommes combattants, ils ne viennent pas des familles des classes ouvrières. Ils viennent plus... Madame, je voudrais vous rassurer là-dessus, oui. Face à Okol, sans être prétentieux. Oui. On ne reçoit que des gens de qualité. Ici, oui. Ce n'est pas la racaille que nous recevons. Ça veut dire que si un invité est là, c'est que nous estimons qu'il a de la valeur et que c'est quelqu'un vraiment de la haute classe. Je préfère ne pas vous parler des sollicitations que nous avons. Chaque semaine, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui veulent passer ici. Donc, si nous recevons quelqu'un, c'est que nous estimons que cette personne... Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que je suis en rupture. Très bien. Combat politique. J'allais dans le sens, justement, de ce propos. On va aborder 2 ou 3 petites questions d'actualité avant de prendre la prochaine et dernière rubrique. Il y a actuellement une grève des personnels d'hôpitaux, naturellement, qui exige l'amélioration de leurs conditions de vie. Et le fait est que le ministre de la Santé publique, qui est la tutelle, a fait un déplacement pour Ngaoundéré, où il y a celle des hôpitaux. Mais on imagine que pour une question aussi sensible, il reste dans le salon névralgique de décision. Comment percevez-vous, vous, le débrayage des personnels des hôpitaux? Je vous ai dit que je ne mettrai pas le feu à ce pays, mais si j'avais des choses à dire, c'est que c'est simple. Mais aujourd'hui, c'est le personnel des hôpitaux. Demain, ce sera autre chose, parce que tout va à l'eau en ce moment, dans ce pays. Il n'y a rien qui marche. Comment se fait que dans un pays, vous savez dans quelles conditions travaille ce personnel des hôpitaux, dans quelles conditions on a beau leur en vouloir, parce qu'on arrive à l'hôpital, on dit ils ne travaillent pas. Mais dans quelles conditions ont-ils les moyens
de nous soigner? Ont-ils le matériel, les conditions, les salaires? Ils n'ont pas. Donc je suis dans grève, hein. Dans le mot grève, il y a rêve. C'est le rêve d'un mieux-être de ces Camerounais. Et ils ont le droit de faire grève. Comme ça n'intéresse personne, ça n'émeut pas le ministre de la Santé, qu'est-ce qu'ils vont faire? La preuve, vont nous faire avaler toutes les couleuvres et le Camerounais est devenu passif. Donc on a à un moment donné dans ce pays parlé de santé pour tous. En l'an 2000. Nous sommes en 2015. Marianne, quelle est l'alternative que propose le Manidem, au moins pour régler cette question de la santé pour les Camerounais, qui semble une question très cruciale? Je vous répète que ce système, avant de parler de santé, avec ce système-là, jamais on n'arrivera, que ce soit dans la santé pour tous, pour les Camerounais, l'école gratuite, on n'arrivera jamais à ce niveau-là. C'est des slogans en l'air. 2035, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on nous parle de 2035? On nous a parlé de la santé, comme vous avez dit, santé pour tous en l'an 2000. On est en 2015. C'est mort pour tous. Vous savez, nos enfants. Vous caricaturez aussi un peu. Ce qui me met hors de moi, je suis désolé, c'est quand on dit je caricature. Alors que vous et moi, vous voyez ce qui se passe. Nous, on est en vie. Si vous dites mort pour tous, nous-mêmes, on ne serait parce pas que là. vous êtes en vie. Ceux qui meurent, vous avez, tant que vous me Si j'aborde la question, c'est que je me préoccupe de la situation. Il ne faut pas dire que nous, on est en vie. Vous savez, c'est ces gamins qui prennent le bateau pour aller voir mieux, là où il y a des lumières. Vous savez pourquoi ils partent? Parce que dans leur pays, la mort est certaine. Ils se disent, dans ces bateaux-là, peut-être je survivrai. Exemple de tout repos, ceux qui partent comme ça? Mais vous pensez vraiment, s'il fait noir, aujourd'hui il fait noir dans mon quartier, mes yeux sont rivés vers où? Vers celui qui a un groupe électrogène. Vous êtes dans le noir, vous voyez la lumière de l'Occident. Vous pensez que vous allez rester? Vous pensez que ces gamins ont envie de crever? Comment résoudre donc ces problèmes? Lumière, j'ai d'abord dit santé, mais si on greffe la lumière, est-ce que les deux vont ensemble? La potion magique, c'est quoi? La potion magique, c'est tenir compte des intérêts des Camerounais. Mener une politique, un système qui puisse tenir compte des... Gouverner, c'est quoi? Prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est... quand on a des sujets, je vais dire des sujets, on est président de la République. Mais qu'est-ce qu'on a été élu, entre guillemets? On a tous les clés en main. On a à l'Assemblée nationale, majorité, sans discussion, Sénat écrasante. Donc on a les mains libres pour mener une politique. Malgré tout ça, on met ce genre de politique. Ça veut dire en clair qu'on n'en a rien à foutre avec les Camerounais. On s'en fout complètement, on est un touriste. Très bien. Comment voulez-vous que ce pays s'en sorte? On va faire des rustines, on va mettre des rustines et tout ça. Comme un malade qui a un cancer, on va donner du paracétamol pour calmer sa douleur. Mais il faut gérer. Donc, provisoirement définitif. Il faut faire une chimio de ce système. Très bien. Marianne Ekane, cette semaine a marqué les 1 an du combat réel contre Boko Haram, si on s'en tient à ce discours du président qui déclarait la guerre à cette secte islamiste. Aujourd'hui, sur la ligne de combat, on a le sentiment que l'armée camerounaise a quelque peu renversé la tendance. Il y a eu autour de cela ce qu'on a appelé la forte mobilisation. Comment percevez-vous la mobilisation des Camerounais, l'effort de guerre, comme on l'a appelé? Comment voyez-vous tout cela? D'un côté le combat, de l'autre côté l'effort de guerre. Le combat, je salue la bravoure de nos soldats. Je serai toujours derrière, et le Manidem avec derrière des patriotes de notre armée. Mais avait-on vraiment besoin de cet effort de guerre? Pourquoi n'avait-on pas prévu un budget conséquent pour ces soldats? Pourquoi n'avait-on pas prévu? Parce que ce problème de frontières, de frontières entre le Cameroun et les autres, pourquoi on n'a pas prévu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est venu faire un effort de guerre? Et quel effort de guerre? Par tous ces petits voleurs qui se lèvent en disant tel a donné
un camion de tel a donné se lève en feu, bombant le torse. C'est généreux d'être avec l'argent c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Hein. C'est notre argent qui dit j'ai donné. Et c'est ça, c'est l'effort de guerre. Je suis bien ravi que les Camerounais fassent cet effort de guerre. Mais cet effort de guerre doit venir pour tous les Camerounais et tous les Camerounais devaient avoir des moyens de le faire. Pas de bomber les torses parce qu'on a volé l'argent des gens. On dit tel a donné, ils ne payent pas les droits de douane, tel a donné du riz. Parce qu'ils se font. C'est quoi cet effort de guerre? Alors, et en plus, il n'y a pas longtemps que le chef d'État a mis le haut là parce qu'on ne savait pas où allaient tous ces dons-là. Très bien. Madame, vous avez pratiquement répondu à la question. J'aurais voulu que vous parliez de ce SDF qui a célébré ses 25 ans, non plus pour évoquer ses amis du RDPC qu'ils ont invités, mais au moins sur ce cap du quart de siècle qui a été franchi et sur son apport en termes de démocratie, de liberté au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas quand même à féliciter pour le combat qu'il a mené durant les 25 ans, ce parti qu'est le SDF? Qui a apporté sa contribution, je veux dire. Ah d'accord. Sa contribution, oui. Parce que là, quand vous... Je pense que vous avez qui a apporté la démocratie. Qui a contribué. Qui a contribué, comme ses amis d'hier de lutte. Vous savez, on est à un stade où il faudrait se déterminer. L'acte, et je le répète, le SDF m'entend, le RDPC m'entend, l'acte qu'a posé le SDF, qui fêtait ses 25 ans, et ces 25 ans correspondaient aux 25 ans du multipartisme. Et donc, le SDF a mené ce combat avec d'autres partis, d'autres patriotes. Et ces patriotes n'ont pas été invités aux 25 ans du SDF. Comment on peut choisir ses amis, Marianne? Exactement. Vous avez sorti le mot. Ça veut dire que les amis du SDF, c'est le RDPC et les autres. Donc, vous voulez dire partenaire. C'est vous qui m'avez pratiquement motivé. Donc, on s'est déterminé. Le moment est là. En réalité, il n'y a que deux camps. Le camp du système anticolonialiste, néocolonialiste, et le camp de la rupture. Et dans ce camp du système colonialiste, il y a ceux qui sont pour la réforme, pour l'aménagement, des oui mais, des assis de cul, excusez-moi, le cul entre deux chaises. Non, c'est des choix. Ce sont nos choix. Les aléas, les circonstances de la vie peuvent nous façonner. Mais ce sont nos choix qui nous définissent. Et l'heure est au choix. Donc, le SDF nous a apporté la preuve que ses amis, c'est le RDPC. Et ça, c'est la preuve, c'est net, clair et précis. Très bien. Vous comprenez qu'en 90, le SDF n'était pas... ils se sont accaparés la victoire de 92. Mais alors, est-ce que vous savez que ce monsieur Fundi a été adoubé dans la maison de mon père, là, à Bonadibon? C'est là où il est venu tout frileux, tremblotant, aller chercher ma femme Rose pour poser avec, parce qu'on l'a adoubé d'ici là, Bonadibon, là, avec l'Henriette et quoi, les Moukons, qu'est-ce qu'il avait, et puis aujourd'hui, il s'arrose parce qu'il passe son temps maintenant à faire à Miami, il est dans la même ligne que le RDPC, et avant. Il fait dans la traîtrise politique? Non, c'est pas de la traîtrise, il choisit son camp. Très bien. Il a choisi son camp et l'autre camp, c'est le camp de la rupture. La rupture, pas de oui, mais. Pas de oui, mais peut-être que... Mais oui, oui, donc deux fois oui. Oui. Une dictature ne se réforme pas. Très bien. Madame, dites un mot sur cette actualité sportive mondiale, j'ai envie de dire, avec d'abord l'interpellation de 7 cadres de la FIFA, l'élection du président et 5 jours après, une démission qui, j'ai envie de dire, démantèle le réseau.
Oui, moi je suis toujours un peu sceptique quand je vois ce genre de choses comme ça. C'est du cinéma. Personne n'ignore qu'une association telle que la FIFA qui gère des milliards, je ne sais pas qu'il n'y a pas de mafia, personne n'ignore. Cette Blatter, il a quand même été celui qui a fait en sorte que la Coupe du Monde puisse sortir de l'Europe et des Amériques et aller ailleurs. C'est sous son règne que la Coupe du Monde a commencé à aller au Japon. Et que l'Afrique a eu passé d'une à 5 places. Voilà. Donc, on ne peut pas être étonné que l'Amérique, vraiment, découvre que c'est une mafia vous savez qu'il y a quand même une petite guerre froide en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Donc, vraiment, bon, moi, je ne suis ni pour cette Blatter, mais il n'y a rien à l'ouest, rien de nouveau au soleil. Ils étaient certains que Blatter allait être réélu parce qu'il avait quand même 3 continents sur 4. Et le fameux Platini qui se lève, qui en larmoignant, il oublie qu'il a passé 5 ans. Blatter est son mentor. Il découvre... Grâce à lui qu'il est à l'UEFA. Exactement. Donc tout ça c'est un peu, comment on dit, bouiller... Cirque peut-être. C'est du cirque. Bouiller les pistes. Bouiller les pistes. Très bien. Et cette Blatter qui démissionne, bien sûr, il a subi des pressions, voilà. Mais bon, et ensuite, la suite nous en dira. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre une autre mafia à la place de l'ancienne qui est tombée. Bon, très bien. Puis on va continuer. Marianne, ça va être le dernier arrêt de cette émission. C'est ce que nous appelons les visages. Ils vont défiler, vous allez les voir en face. J'espère que vous les reconnaîtrez. Le mieux, c'est que chaque fois, vous disiez le nom, une fois que vous l'avez reconnu. Vous dites ce que vous pensez de ce visage en 30 secondes. Et on va conclure cette émission. Commençons par le tout premier visage. Kawala, de Sisipi. C'est une femme politique, une ancienne du SDF, qui s'est sentie à l'étroit au SDF et qui a choisi... Comme femme politique, c'est une... C'est une... femme qui apporte sa contribution dans le Avec débat. Qui le Cameroun peut compter? Ça, ce sera aux Camerounais de le Comme dire. femme politique, la note suivante, ce serait laquelle? Bon, vous savez, maintenant, on ne note plus, on ne donne plus de notes. Bon, je peux dire, je ne donne pas de notes. Je dis, c'est une femme qui apporte quelque chose dans le débat politique et qui montre aussi aux femmes, avec d'autres, qui montre au Cameroun que les femmes ont quelque chose à apporter dans ce pays et j'aimerais que les femmes. Ce discours passe. Est-ce que les Camerounaises perçoivent ce discours? Vous avez le sentiment? Les Camerounais, je pense qu'elles commencent à le percevoir. Mais vous savez, il y a des contingences, des gens qui ont tendance à croire que pour arriver pour faire de la politique, il faut absolument être du parti État au pouvoir. Et donc, vu les conditions de vie dans ce pays où tels gens qui sont à la recherche de tel marché, les gens sont liés, le gourou, le réseau et tout, les gens se disent que bon, si je me lance dans des aventures de la politique à la tête de folle, là, je risque que c'est toute ma famille qui va en pâtir. qui va en pâtir. Donc, le prochain visage. Maître Komalis, grande avocate, femme de poigne, dynamique, qui s'affirme, qui est quand même dans un combat qui ne sied pas avec les appréhensions bantoues, celle... C'est une avocate. Le problème, c'est que c'est le combat qu'elle mène pour On a le sentiment qu'elle s'approprie, c'est-à-dire ce combat demeure en elle, pas forcément à l'avocate. Mais vous savez, le combat sur l'homosexualité, c'est le combat de cette façon de classer des hommes par catégorie, parce que c'est ce combat des droits de l'homme. On peut ne pas être pour cette pratique-là, mais empêcher que l'humain d'abord, l'être humain au centre de tout. Même ceux qui rejettent cette pratique sexuelle savent quand même qui sont chrétiens pour la chrétienté, savent quand même qu'on a en face de nous des hommes. Très bien. Voilà. Le prochain visage.
Denise Fampou, mère, oui, c'est les grandes familles qui ont spolié ce pays, qui continuent encore. Rien à retirer sur le plan du militantisme? Non, non, non. Ce n'est pas une militante. Elle est quand même mère. Elle est mère. Vous savez les femmes qui sont députées à l'Assemblée, les femmes les sœurs d'eux qu'on a placées là, applaudissons et tout. La caisse d'applaudissements là, c'est ça qu'on appelle des femmes politiques. Si c'était des femmes politiques, elle est avocate. Depuis la CAFE, j'ai rédigé le code de la famille, ça fait des années. Hein. Quel est l'apport qu'elles ont apporté aux femmes? Très bien. Le prochain visage. Madame Fonning. C'est une femme politique spéciale. En quoi? Dans sa façon, dans tous les sens du thème, dans sa façon de faire de la politique, même, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une femme que je connaissais très bien, je dis bien très bien. Vous avez été parfois proche d'elle, à ses côtés? Elle me parle, quand elle me parle, on se parle en douala. Elle me parle en douala. C'est une femme qui avait du cran. Vous savez, je suis de l'opposition radicale. C'était la seule femme du RDPC qui n'avait aucun problème à faire en sorte que je sois à ses côtés parce que c'était une femme convaincue. Elle savait ce qu'elle cette femme pouvait se mettre devant et recevoir, je dis entre guillemets, des flèches devant le président. J'ai eu dit que l'un des projets que vous aviez avec elle et l'une des raisons pour lesquelles vous l'avez approchée, c'était pour qu'elle intercède pour vous auprès de la première dame. Ou bien qu'elle vous mette en contact? Franchement, qu'est-ce que je fais avec la première dame? Quel est le rôle de la première dame? Qu'est-ce que la première dame m'apporte? Elle est la femme du président de la République. Me mettre en contact avec elle, pourquoi faire? Je demandais simplement, non, mais la question. Si ce n'est pas le cas, vous dites que ce n'est pas vrai. Je me retrouve au vœu de la première dame comme membre constitué. Je fais partie d'une association des femmes d'affaires du monde. Pas des femmes d'affaires du Cameroun. Justement, la GFAC était une partie intégrante de l'association des femmes d'affaires du monde. C'est à ce titre que je connais et Madame Fonning et je n'attends rien de la première dame. Très bien. Le prochain et elle visage. n'attend rien de moi. Très bien. Le prochain visage. C'est qui ça? Madame Yao Aïssatou. Ah, d'accord. Qui a été pendant, ou qui est encore la présidente de l'OFRDPC. Ouais. Ça veut tout dire. Les femmes sont des femmes, les femmes politiques sont des hommes à part entière. Mais elle semble essuyer très peu de critiques quand même, celle-là. Parce qu'elle n'existe pas. Très bien. Le prochain visage? Amatoutou Mouna. Grande famille dans la continuité au Cameroun. Elle a semblé mener ces derniers temps un combat contre le Premier ministre. Elle a pratiquement pris sur elle et créé une autre société de droits d'auteur pour les artistes et musiciens. Le Premier ministre a dû taper du poing sur la table. Vous préférez des ministres comme ça qui prennent des initiatives ou simplement non, ce n'est pas une initiative qu'elle a prise. C'est une rébellion. On n'a pas... Mais bon, mais c'est le système qui veut ça. Puisque tout est régenté, chacun puise sa légitimité auprès du réseau qui est pro du chef de l'État. On ne sait plus qui est qui. Comment on peut bafouer l'autorité d'un premier ministre d'un pays? Ça veut dire qu'elle a sa légitimité ailleurs. Le premier ministre est inexistant. Il se complaît dans ce rôle. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, il trouve peut-être que ça en est trop parce que peut-être qu'il y a des liens de famille. Bon, là, c'est encore le jeu de ce gouvernement qui va à vol, on ne sait pas qui fait quoi. Très bien. Prochain visage? Camarade Yebga, président du Manidem. Quelle est la nature de vos rapports? C'est le président de mon parti. Et on a des rapports de camarades, de parti. Il arrive des clashs parfois entre vous? Non, il n'y a pas de clash.
vous savez, je sais ou pas. des antagonismes sur des idéologies ou des points de vue. On n'a pas de gourou, il n'y a pas de préséance. Ce n'est pas parce qu'il est président du Manidem qu'il a, sa parole a la primauté sur la mienne ou sur, sur celle du militant de base. Donc, je le reconnais en tant que... Et on a une direction collégiale. Ce n'est pas un gourou qui décide, c'est une concertation démocratique. Donc, évidemment que les débats sont houleux, durs, mais c'est de là. Mais quand on adopte une position, c'est tout le monde qui adopte la même position, même si cette position n'est pas médiane. C'est ça. Le dernier visage, Marianne? Chantal, madame la présidente, je crois bien. Exact. Oui, c'est madame. Très belle photo. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la femme du président de la République. Ce n'est pas une femme politique. Donc, tout ce que je peux dire sur madame Chantal Biya, c'est son côté nature. Moi, j'aime ce côté-là, des gens qui ne se travestissent pas. Elle est ce qu'elle est dans toute sa dimension. Elle s'affirme, elle n'a pas changé. J'ai trouvé des gens qui parlaient d'elle parce qu'elle dansait en disant « Oh, la femme présidente ne peut pas danser ». Et les mêmes personnes applaudissent Madame Obama quand elle fait son show sur le truc. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment... c'est faire 2 points de mesure. Mesquin même, à la limite. C'est mesquin. Elle a le droit. Et j'aime bien, comme je suis une femme atypique, j'aime bien les gens atypiques, dans ce sens. Très bien. Marianne, on s'achemine vers la fin de cette émission. Comme femme, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans les idées, dans la façon de les exprimer, vous êtes comme un homme raté? Ben, si vous voyez beaucoup d'hommes avec cette silhouette-là, ce serait bien. J'ai dit dans la tête, hein, beaucoup plus dans la tête, pas dans la silhouette. La silhouette, elle est claire qu'elle est... Non, franchement, vous savez, je suis issue d'une famille de 11 filles, 11 garçons. Vous savez qu'il y avait déjà la parité. Mon père nous a inculqué une éducation de dire les choses, de dire ce qu'on pense. Il nous disait tout le temps, un homme doit toujours rester debout. Et il vient un moment, à mon âge, où on doit, où l'on peut, où l'on doit s'affranchir de tout ce qui mutile notre part de vérité. À force de ravaler sa salive, on a fadi le sel qui est en nous. Et je suis à un âge où j'ai la liberté de dire oui, non, sans devoir me justifier et justifier mon oui ou mon non. Très bien. Marianne, quel est le rêve ou l'objectif que vous nourrissez encore dans votre vie qui semble accompli? Ah non, c'est jamais... il y a une expression qui dit, si vous ne voyez plus du noir, c'est que vous avez failli en l'œuvre, il faudrait recommencer. Donc, il y a toujours une mise en question. On n'est jamais arrivé. Je ne peux pas avoir l'autocuidance de penser que je suis arrivé, c'est accompli. Non. Je serai accompli le jour où je ne pourrai plus ouvrir les yeux, où je ferme les yeux. Jamais je ne suis accompli. Je suis toujours dans la recherche, dans on est perfectible. Je tends vers la perfection et je vais y tendre jusqu'à la fin de ma vie. Madame, s'il y avait quelque chose à en refaire en vous, ce serait quoi? Sur quel plan? J'imagine pas la silhouette. Regardez-vous dans un miroir, dans une glace, et dites-moi ce que vous auriez voulu refaire à votre vie. Ce serait quoi? Ma vie ou ma... Tout cela mis ensemble. Tout ce que j'aurais voulu refaire, ou que je ne peux plus faire. Que je ne peux plus faire, c'est ça? Que vous ne pouvez plus faire, naturellement. Refaire? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Vous êtes accompli? Non, c'est pas que je suis accompli, mais j'avance, j'ai jamais de regrets. Je ne traîne pas les regrets avec moi. Très bien. Les circonstances ont fait que des choses que je n'ai pas pu faire, bon, on laisse passer. J'avance, je n'ai pas de regrets. Est-ce que vous nourrissez quand même, j'ai envie de dire, une sorte de
projets que vous n'avez pas accomplis de votre faute ou de celle des autres? Est-ce que vous gardez un arrière-goût d'inachevé pour quelque chose de précis concernant votre vie? Oui, mais c'est pas d'inachevé. J'aurais voulu faire connaître le Cameroun à mon époux, ce que je n'ai pas pu faire. J'ai survolé, je suis passé tout autour du Cameroun sans... On est passé tout autour du Cameroun, Nigeria, Sénégal, Gabon, sans venir au Cameroun parce que je disais, oh, on a le temps, commençons d'abord. J'aurais dû commencer par... Mais vous avez heureusement fait goûter ces délices à ces enfants, qui sont les vôtres, naturellement. Marianne Ikane, j'imagine que vous penserez, peut-être comme moi, que les bonnes choses ont une fin. Comment vous avez trouvé l'entretien? J'ai trouvé bien des choses extraordinaires que je ne connaissais pas, ce que les gens disent de moi. Bon, il y a des choses que mais d'autres qui m'ont surpris. Ou alors, je me suis même posé la question si vous n'avez pas un peu inventé des choses, parce que j'ai jamais entendu certaines choses que vous m'avez sorties là. Mais bon, ça m'a permis de m'expliquer. J'ai jamais entendu des tas de choses que vous avez dit. Jamais, bon, peut-être que les gens cachent bien leur jeu. Mais bon, comme je dis, pas de flou, pas de l'eau. Très bien. Madame Ikane, au nom de toute l'équipe de production, nous vous disons infiniment merci d'être venu. On vous souhaite également, toute l'équipe et moi, les téléspectateurs, j'imagine aussi, un bon parcours de votre combat, parce que in fine, celui-ci semble aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Tout le monde, j'imagine, ou les personnes de bonne moralité ont cet objectif-là qui sommeille ou qui vit en eux. Le pire qu'on peut vous souhaiter, effectivement, c'est que grâce à ce combat, que vous parveniez à faire fléchir la balance pour que les Camerounais y trouvent un avenir meilleur. Et c'est sur ce que nous allons nous dire au revoir, en souhaitant évidemment vous recevoir encore lors d'une autre série de cette émission. Merci infiniment, très chers téléspectateurs, merci d'être restés là. Bien le bonsoir, au plaisir. Bonsoir.